Et bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo, je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait Chimère, héritage de Mirani, avec l'ultime chapitre, le chapitre 8, le dénouement de cette histoire, de ce roman qu'a écrit Mirani, aka Cyrinelle, qui nous rejoint dans le chat. Salut Cyrinelle, merci de nous honorer de ta présence encore une fois, ça fait super plaisir. Et j'en profite pour dire encore un petit bonsoir à The Devilman, hein. J'accueille les gens qui sont dans le chat. Merci d'être là, les amis. Ça fait extrêmement plaisir que vous soyez aussi comment dire, actifs au final, hein, puisque voilà, vous êtes toujours ponctuels, vous êtes toujours là, vous participez dans le chat. Et ça fait vraiment super plaisir. Désolé, je sors de l'écran parce que ça me gratte le pied. Ah. Donc, oui, ce soir, Chimère, héritage de Mirani avec le chapitre 8, le dernier chapitre. Et comme le dit The Devilman, exactement ce soir, je pense, je pense, ce serait étonnant que ce soit autrement. Ce serait quand même hyper étonnant que Siri. Enfin bon, je vais rien dire. Bref, je vais rien dire parce que si ça se trouve, je vais spoiler. Alors, je vais rien dire. Mais en effet, je pense de Devilman que l'équipage du Cyriella va tout faire pour sauver Ciri des mains de son frère vénilien, le machiavélique. Et puis certainement continuer cette quête, voire la terminer, je ne sais pas, nous verrons bien tout à l'heure, de ces pierres magiques et du fermoir de la déesse, et enfin comprendre à quoi cela sert finalement, à quoi cela tout ça sert. Mais d'abord, une petite introduction, comme d'habitude, pour laisser le temps aux retardataires d'arriver et pour vous mettre au courant un peu de mes projets. Si Siri meurt, je te jure, je unfollow. The Devilman, qui est beaucoup trop attaché à un personnage de fiction, de roman. The Devilman, attention, c'est une déficience, hein. Donc du coup, oui. Tout d'abord, une petite intro où je vous parle doucement de mes projets. La série de BD, on va dire, Bonhomme, la vie de Bonhomme, que j'ai commencé avec une histoire il y a exactement 2 semaines, jour pour jour. Je l'ai publié il y a 2 semaines, un lundi. Et donc, je devais publier normalement la deuxième histoire aujourd'hui. Mais j'étais pas trop chaud. Et puis en plus, vu qu'on a fait le marathon de lecture sur Chimère Héritage, j'ai pas forcément eu le temps que je m'étais accordé à le faire normalement. Donc, je compte m'y mettre dans la semaine et je pense que cette fois-ci, j'ai à 99% l'histoire entière dans ma tête. Donc je vais pouvoir vraiment la dessiner et la composer, enfin composer l'image. Comme je l'entends, je pense que ça y est, j'ai la version définitive ancrée dans ce petit cerveau. Donc ça devrait arriver dans la semaine, je pense. Je l'espère. Je ne promets rien encore une fois parce que vous savez à quel point parfois, je pars dans des projets, dans encore des projets, et puis encore des projets, et puis au final, ce projet-là, je vais un petit peu l'agrémenter d'autres choses, alors du coup, il est plus lourd, et du coup, plus long, et du coup, plus tentaculaire, et puis, enfin, bref. Donc, je me perds un peu parfois dans mes projets, ce qui fait que je prends du retard certaines fois, mais, mais je vais tout faire pour que ça arrive au plus vite. Concernant le jeu de Société Mission Secrète, pour le moment, rien de nouveau. À part que, encore une fois, je continue à travailler sur le fond de l'histoire, à travailler sur l'univers dans son entier. Et le but, ça serait vraiment de faire des nouvelles en rapport aux jeux de société. J'aimerais vraiment ça. Et plus ça vient, plus j'ai d'idées de nouvelles en rapport à Mission Secrète qui me viennent. Je pense que aujourd'hui j'en ai trouvé une nouvelle, donc je pense qu'aujourd'hui je pense arriver à 5 nouvelles environ, ce qui est déjà sympathique. Parce qu'après, bon, le but. Enfin, on verra aussi comment ça se développe, le jeu de société, etc. Mais je vais pas commencer à prévoir 10 romans, 10 nouvelles, un court métrage et puis 5 longs. Si je sais pas encore où on va aller exactement avec cet univers. Mais bon, voilà. En tout cas, l'univers s'étoffe et j'y réfléchis et j'y travaille surtout de plus en plus. Salut Miss Devil, bienvenue sur ce live, bienvenue, bienvenue. Installe-toi confortablement, détends-toi. D'ailleurs, détendez-vous tous, prenez vos boissons et vos victuailles.
Santé les amis. Ah, ce soir, une simple grenadine suffira. Euh, et d'ailleurs, non, en fait, pas d'ailleurs. En fait, ça n'a aucun rapport. Bref, j'enchaîne sur la suite. Du coup, concernant encore une fois les projets, je vous avais hier parlé d'une chose tout à fait singulière que je pensais faire, qui était tout simplement quelque chose de pas du tout singulier. Faire une liste des romans que j'aimerais lire en live, ou en tout cas sur lesquels j'ai des petites appréciations, on va dire, des petits feelings. Mais je ne sais point encore exactement ce qu'on va lire, et au final la liste n'est pas si étoffée que ça. Puisque comme je l'avais dit, je voulais prendre des romans qui avaient inspiré des romans enfin des œuvres de Disney, mais déjà il y a beaucoup de contes, ce qui ne sont pas des romans complets, et du coup peut-être on pourrait faire un live spécial conte, mais ça durerait pas longtemps, parce que les contes en général sont plutôt très courts. Euh, donc déjà il y a ça. Et en plus, il y a pas mal des romans qui au final sont très récents. Donc en fait, pas tombés dans le domaine public, ce qui m'a beaucoup étonné. En fait, apparemment, Walt Disney, dès qu'il y a un truc un peu dans leur délire qui marche bien, hop, vas-y, je t'achète tous les droits, hop, ça y est, c'est parti, on le fait. Donc du coup, un peu particulier, j'ai eu un peu de mal, voilà. J'ai eu un peu de mal à trouver des romans tirés de, enfin, des romans inspirants des Disney qui soient encore dans le domaine public ou utilisables en live. Euh, alors, du coup, Miss Devil, Siri, c'est tout simplement l'une des héroïnes du roman qu'on est en train de lire en ce moment, donc Chimère Héritage. Et du coup, The Devil, savoir si je pouvais lire quoi, The Devil. Si je pouvais lire la trilogie que tu m'avais proposée, ça, je peux clairement pas, hein. Enfin, j'ai pas vérifié, mais rien qu'au titre des romans, je me doute que ce sont des romans très récents et je me doute Franchement, je suis à 90% sûr qu'ils seront pas dans le domaine public. Après, je pourrais toujours regarder, mais je pense vraiment pas The Devilman que j'en aurai les droits. Du coup, cette petite liste, bah, je vais vous la dire à l'oral, là, vite fait. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je la redirai une fois de temps en temps dans ce live, si d'autres personnes arrivent. Et je la redirai également sur les réseaux sociaux dans la semaine. Comme ça, en fin de semaine, peut-être jeudi, peut-être vendredi, j'irai dans une Fnac ou dans un Furet du Nord. Enfin bref, j'irai essayer de trouver le roman, de ferrer le roman comme ça. Je vais partir à la chasse et éventuellement récupérer quelques œuvres pour les prochains lives de lecture. Euh, Ouais, The Devil, je pourrais vérifier, bah je le ferai même, mais je doute vraiment de pouvoir les lire parce que, comme je le disais, pour qu'un livre tombe dans le domaine public, enfin pour qu'une œuvre en général tombe dans le domaine public, il faut que ça fasse 71 ans qu'elle a été publiée, donc ça m'étonnerait. Enfin, 71 ans que l'auteur qui l'a écrit soit mort, donc ça m'étonnerait vraiment que ceux que tu m'avais cités soient dans le domaine public. Sur ce, je m'en vais vous lire ma petite liste de romans. N'hésitez pas à rajouter les propositions si vous avez des envies qui collent avec le domaine public et les droits d'auteur. N'hésitez vraiment pas. Et n'hésitez pas également à me dire sur ceux que je vais vous donner, s'il y en a que vous préféreriez voir en live. S'il y en a déjà qui vous bottent beaucoup ou pas trop, ou certains où vous dites ah celui-là peut-être, mais pas. Enfin voilà, n'hésitez vraiment pas à dire quoi que ce soit. Donc je vous fais la liste, à savoir que je les ai notés sur 5 entre guillemets. C'est juste une note pour moi pour savoir à quel point j'ai envie de les lire en fait, à quel point ça m'exciterait de les lire ou pas. En tout cas pour l'instant. Du coup je vous fais la liste, elle est assez courte. Donc on a Alan Quatermain de Henry Rider Haggard. Ce sont des romans d'aventure avec pour héros Alan Quatermain. Il y a plusieurs romans, plusieurs nouvelles. Si on faisait la lecture d'Alan Quatermain, on ne lirait qu'un seul roman parce que bon, on va pas faire toute une série. Et ce sont des romans d'aventure, tout simplement. Donc voilà, voilou. Là, je l'ai noté 2 sur 5. Ça me donne envie, mais pas plus que ça, quoi. Ensuite,
Disons, pourquoi pas. Ensuite, il y a L'étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde, de Robert Louis Stevenson. Celui-là me botte énormément, je lui ai mis un 5 sur 5. Là pour le coup c'est vraiment, je pense, le genre de lecture qui me plaise et je ne l'ai jamais lu. Donc celui-ci pour le coup me plaît vachement et je pense vraiment le lire en live. Donc après, si je le lis bientôt ou non, ça sera selon votre appréciation. N'hésitez pas à me le communiquer. Ensuite on a 20 milieux sous les mers de Jules Verne. Je lui ai mis seulement 2 sur 5, en cela que déjà de base, il m'attire pas des masses. Et en plus, on a déjà lu du Jules Verne récemment, donc peut-être ne pas enchaîner tout de suite là-dessus. Donc on a lu Voyage au centre de la Terre il y a pas longtemps. Donc du coup, voilà. Ça me botte, mais peut-être plus tard. Ensuite, on a L'homme invisible de Herbert George Wells. Alors là, je lui ai mis un 4 sur 5 parce que pareil, c'est une lecture qui, je pense, peut vachement me botter et j'aimerais vraiment le faire en live. Par contre, justement, il est sorti il y a tout juste 71 ans. Du coup, enfin, son auteur est mort il y a tout juste 71 ans. Du coup, je ne sais pas s'il est déjà tombé dans le domaine public ou s'il tombe dans le domaine public l'an prochain exactement. Faudrait que je relise les lois pour en être sûr. Mais vu qu'on est très proche de 2018, je me suis dit, normalement, en 2018, c'est quasi sûr qu'il tombe dans le domaine public. Donc, on attendra 2018. Surtout que voilà, c'est dans quelques mois. Bon, voilà. Donc, je pense qu'on attendra 2018, mais que L'Homme Invisible, on devrait le lire en live, si ça vous intéresse. Ensuite, Les Aventures de Tom Sawyer, de Mark Twain. Alors, de prime abord, ça m'intéressait pas des masses, parce que Tom Sawyer, c'est pas un truc qui me fait rêver. Par contre, j'avais totalement éludé ça de mon esprit, que c'était de Mark Twain. Et Mark Twain, c'est genre un romancier star, entre guillemets, aux États-Unis. Genre, beaucoup d'Américains considèrent que Mark Twain, c'est vraiment l'auteur par excellence. Et du coup, Les Aventures de Tom Sawyer, je lui ai mis un 3 sur 5 parce que rien que le fait que ça soit Mark Twain, ça m'intéresse assez. D'ailleurs, on pourrait peut-être faire un tour du côté de la littérature américaine, russe et anglaise. Je pense qu'on trouverait quelque chose de sympathique. Et du coup, ça me permet également de vous dire, parce que ça me fait penser là, en voyant les noms d'auteurs, etc., que je vous avais parlé du Vieil homme et la mer par Hemingway. Malheureusement, Hemingway n'est pas encore tombé dans le domaine public, donc on ne pourra pas le lire en live. Ça, je suis un peu dégoûté, j'avoue, parce que j'aime vraiment énormément ce roman. Je l'ai déjà lu une fois et j'aurais bien aimé le relire avec vous. Tapé. Ensuite, on passe dans ceux qui ont inspiré les Disney. Il y a Les Aventures de Pinocchio de Carlo Collodi. Je l'ai déjà lu en privé, mais je l'ai plutôt beaucoup apprécié. Du coup, je lui ai mis quand même un 3 sur 5. Si ça vous dit qu'on le lise, on le lira. Ensuite, on a Bambi, l'histoire d'une vie dans les bois, de Félix Solten. De la même manière, je crois qu'il vient tout juste de tomber dans le domaine public, donc je ne suis pas sûr. De ce fait, on attendra peut-être 2018, et encore, je ne suis pas sûr. Lui, c'est le seul auquel j'ai mis un 1 sur 5, parce que, pourquoi pas, mais c'est pas le truc qui m'attire le plus de la liste, et voilà, je pense qu'il y a moyen de trouver des choses qui m'intéresseraient davantage. Le livre de la jungle de Rudyard Kipling. Ça, pour le coup, ça m'intéresse assez parce que c'est vrai que j'ai aucune idée, en fait, c'est juste ça. J'ai aucune idée de ce que ça peut donner et du coup, ça m'intéresse assez. Donc, du coup, ça, je l'ai noté 3 sur 5. Ensuite, Oliver Twist de Charles Dickens. Ça, pour le coup, je lui ai mis un 2 sur 5 parce que j'ai peur que ça soit trop de la lecture classique et que ça m'ennuie un peu. Mais Oliver Twist étant un classique justement et étant avide et curieux de classiques, pourquoi pas se jeter là-dedans. Ensuite, il y a également Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. Alors Victor Hugo, j'avais déjà voulu en lire en live, j'avais voulu lire L'homme qui rit. Par contre, Victor Hugo, c'est un style très particulier et très lourd, donc je pense qu'en live ça passera pas très bien. C'est pourquoi je ne lui ai mis qu'un 2 sur 5. Enfin, L'île au trésor de Robert Louis Stevenson, décidément qui a déjà écrit L'étrange cas du Dr Jekyll et Mr Hyde. Donc assez intéressant de le voir réapparaître deux fois. Et du coup, L'île au trésor de Robert Louis Stevenson,
qui a inspiré La Planète au Trésor, qui est l'un de mes Disney favoris, et j'aime peu de Disney, mais là ça a vraiment inspiré l'un de mes Disney favoris. Et ça a l'air d'être un bon roman d'aventure, pirate, etc. Enfin voilà. Donc peut-être pas tout de suite vu qu'on sort justement d'une lecture dans un bateau avec un équipage, etc. Mais à l'avenir, pourquoi pas. Et donc je l'ai noté également 3 sur 5 en termes d'envie, entre guillemets. Et enfin, j'ai rajouté une liste avec vos propositions. Et donc j'y ai rajouté la proposition de notre ami amateur détective. Je crois que c'était son pseudo sur Twitch. C'est donc Le Rouge et le Noir de Stendhal. Et ça, pour le coup, étant un classique sur lequel je ne sais rien, et ben ça m'intéresse vachement de le lire. Donc je lui mettrais bien un petit 4 sur 5. D'ailleurs, je ne l'ai pas écrit, je vais le noter pour m'en rappeler. Hop, voilà, voilà. Voilà qui est fait. Du coup, voilà, je vous ai communiqué la liste entière. N'hésitez pas à me faire vos retours. Je vois que The Devilman est typé par Mr. Jekyll et Mr. Hyde. Dr. Jekyll et Mr. Hyde. 20 000 lieues sous les mers, ça a l'air de te botter aussi. L'homme invisible également, bon bah, c'est cool, il y en a plein qui te bottent. Oliver Twist, L'île au trésor, ok. Ça, je suis content, la liste a l'air de vous plaire. Et du coup, salut Azrog, bienvenue dans ce live Azrog. Écoute, ça vient, mais on fait aller. Et toi, comment vas-tu mon ami? Bienvenue dans ce live en tout cas. Ça fait plaisir qu'il y ait du people. Hop, hop, voilou. On arrive donc à 20 minutes d'introduction. Aïe, aïe, aïe. Ça a fait durer pas mal de temps le fait que je vous dise tout cela. Mais c'est pas plus mal. Parce que du coup, si vous regardez la rediffusion de ce live sur YouTube, vous avez 1 ou 2 jours après la sortie de cette rediffusion pour me donner des éventuels retours sur les bouquins que je viens d'énoncer et me dire si ça vous botte ou pas. Et de toute manière, vous pouvez également commenter la vidéo et me faire part de nouveaux romans ou nouveaux auteurs que vous aimeriez que je lise en live. Ça, y a pas de souci. Je le prendrai en compte et je le rajouterai à la liste. Et du coup, bonsoir Minato, merci de faire un coucou. Et du coup, bienvenue à toi, profite bien du live. Bah écoutez, du coup, l'air de rien, comme ça, en ayant parlé, on arrive à 20 minutes d'intro, ce qui est largement suffisant. Donc je pense qu'on va se lancer directement dans la lecture sans plus attendre. La lecture de ce soir, je pense, comme le chapitre 6, si je ne m'abuse, je pense la découper en 2 phases de lecture. Donc du coup, on va faire une première phase de 13 pages environ, et une seconde phase de 13 pages également. Alors, The Devilman qui nous propose Les Chiens de Baskerville de Arthur Conan Doyle. Ça, c'est assez intéressant comme proposition, The Devilman. Ça me botte bien. Je vérifierai qu'il soit dans le domaine public. Mais pas bête du tout, The Devilman. Ça pourrait m'intéresser une fois, de temps à autre, faire un truc qui sort un peu comme ça. Bonne proposition, The Devilman. Je le garde dans ma tête, je le noterai à la fin du live. Puis j'irai vérifier surtout s'il est disponible. Parce que tous ceux que je vous ai décrits jusqu'à présent, j'ai été vérifié, qu'ils étaient bien dans le domaine public, tout ça, tout ça. Enfin bref. Et donc oui, du coup, oui, c'est du Sherlock Holmes, et je pense que ça peut être sympathique. J'ai lu une fois du Sherlock Holmes, ça m'avait pas renversé, mais bon, je l'ai lu en anglais, en cours d'anglais au collège, donc peut-être qu'à cette époque, j'étais pas hyper... que j'avais peut-être pas la fibre littéraire, enfin si je l'avais, mais j'étais peut-être pas autant en affinité avec la littérature. Donc peut-être remettre le couvert aujourd'hui, ça peut être intéressant. Sur ce, on va se lancer dans la lecture tout de suite les amis. Du coup, comme je le disais, je vais essayer de faire ce chapitre en 2 fois 13 pages. Et on arrivera à la fin de ce live. Et, à la fin de ce live. On arrivera à la fin de ce roman, à la fin de cette lecture. Je suis tout excité de savoir le dénouement de cette histoire. Alors Azrog, je ne suis pas sûr, hein, mais vu le titre du live, vu le titre du livre que tu proposes, La Dame Noire, c'est le titre.
Alors écoute, Azrog, je ne sais pas bien, redis-moi le titre exact et l'auteur exact, mais vu ce que tu donnes comme info sur ce livre, je ne pense pas qu'il soit tombé dans le domaine public. Ça a l'air de faire plutôt très récent. Après, je dis ça, j'en sais rien, hein, peut-être. Mais grosso modo, pour qu'un livre tombe dans le domaine public, il faut que son auteur soit décédé depuis 71 ans. Donc voilà, voilou. Sur ce, allez, on va commencer la lecture. J'arrête pas de dire qu'on va commencer et on commence pas. Donc cette fois-ci, c'est la bonne. On commence. Hop, le live a l'air de bien fonctionner. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire, comme d'habitude, hein, si la voix, si la vidéo fonctionne bien, s'il n'y a pas de lag, pas de latence, pas de freeze. N'hésitez vraiment pas. Alors, je règle mon siège qui est un peu cassé. Par contre, vous avez vu, on a récupéré la lumière comme les fois précédentes. L'autre fois, ça avait bugué, mais là. Ah. Du coup, les amis, nous sommes lancés. Nous sommes lancés. Je vous laisse, les amis. N'hésitez pas à continuer à dialoguer dans le chat si ça vous dit. Je vous répondrai à la fin de ce chapitre. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Bonne écoute The Devilman, bonne écoute Minato, bonne écoute Azrog et bonne écoute Cyrinelle, ainsi que tous ceux qui nous écoutent dans l'ombre et ceux qui nous regardent en rediffusion. A tout à l'heure. Chapitre 8. Finn sortit de sa cabine. Cela faisait déjà bien trop longtemps qu'il se reposait à son goût. Il gravit les marches menant au pont du navire. Alors qu'il était sur le point de sortir, il sentit une main attraper la sienne. « Comment tu te sens ?» La voix de Julie était emplie d'inquiétude. « Ça va, ne t'en fais pas. Tu devrais te reposer encore un peu. C'est dangereux d'utiliser la magie pour repousser ses limites. Il est hors de question que je reste une minute de plus allongé. Je ne cesse de penser à ce qu'il advient de Ciri. Ce n'est pas ta faute, tu sais. J'aimerais en être aussi convaincu que toi. » Finn arriva sur le pont. Il était le seul à s'y trouver. Joseph se trouvait sans doute dans sa cabine. Il ne l'avait pas quitté depuis que le cap avait été mis vers le continent. Tic passait son temps dans l'armurerie, Kalmar dans la cuisine et Lindsay et Peter les aidaient de leur mieux. Quant à Zach, il ignorait où il pouvait se trouver. Le regard du jeune homme parcourut le navire. Quelques tonneaux traînaient çà et là. Finn sourit. Il repensa aux soirées où la majeure partie de l'équipage se regroupait autour de l'un d'eux. Tic contait ses folles histoires à la lumière d'une lanterne. Le second du Cyriella déplaça les tonneaux jusque sous les marches qui servaient à accéder à la barre. Cette dernière tournait seule, animée par la magie du navire. Ce phénomène aurait émerveillé n'importe quel marin, posant ses yeux dessus. Finn lui-même en avait eu l'esprit embrasé. Mais à ce moment, il n'y voyait que l'absence de la personne avec laquelle il avait commencé toute cette aventure. Il s'assit sur une des marches et profita du spectacle de la mer agitée. Plusieurs minutes passèrent avant que la porte de la cabine du capitaine ne s'ouvrît brusquement. Finn se retourna et croisa le regard du capitaine. « Rentre, garçon. J'aimerais te parler. » Le jeune homme s'exécuta. L'intérieur de la cabine était encore plus en désordre qu'à son habitude. Son occupant avait tout de même fait l'effort de débarrasser une partie de son bureau. « Assis-toi, » fit Joseph à Finn. L'homme attendit que son second s'exécute avant de s'asseoir à son tour. Il sortit un tas de parchemins d'un de ses tiroirs qu'il posa en face de Finn. « Sais-tu ce dont il s'agit » ? « Non. » Le jeune homme observa rapidement le premier document. Il aperçut un amas de mots sans queue ni tête gribouillés dans tous les sens. Tu tiens dans tes mains le contrat de Zach. Je vous en ai fait signer un à toi et Ciri aussi. Oui, je m'en souviens maintenant. Ces parchemins ont gardé l'empreinte de tout ce que chacun des membres de cet équipage ressentait lors de leur recrutement. Pourquoi me montrez-vous cela, capitaine ? Joseph prit les parchemins et en tira un en particulier, qu'il regarda un moment. Tous autant que nous sommes, avons ressenti de l'excitation, une certaine soif d'aventure et de nouveauté, mais aussi de la peur, de la tristesse vis-à-vis de notre ancienne vie ou situation, de la crainte, des doutes. Des pensées bien plus noires sont parfois inscrites sur ces parchemins. Nous avons tous une part plus sombre gravée dans ces mots. Tous, sauf une personne. Le capitaine leva le regard du parchemin qu'il tenait pour regarder Finn dans les yeux. Tous, sauf toi, Finn. Je lis de la joie, de l'envie, de la bienveillance naturelle envers moi et Ciri que tu ne connaissais même pas encore. Je lis un désir incroyable de découvertes et de rencontres, une justice et un honneur inébranlables. Je lis un amour inconditionnel pour la vie. Finn, quand j'ai posé mes yeux sur ce parchemin pour la première fois, ce que j'y ai vu m'a retourné. Pour être honnête avec toi, avant d'arriver dans l'auberge d'Abel cette nuit-là, j'avais envie de tout arrêter.
L'énigme qui nous a guidés jusqu'à la première pierre m'effrayait. Je voulais me trouver un endroit où vieillir en compagnie de mes amis et de ma fille. Mais c'est elle qui m'a convaincu d'essayer de recruter quelqu'un pour m'épauler. Quelqu'un de qualifié pour nous permettre de continuer à voyager et de poursuivre cette nouvelle quête. J'ignore si elle a trouvé quelque chose lui indiquant où se rendre. Je ne sais pas. Elle est de sa magie peut-être. Elle a toujours été 1000 fois plus douée que moi. Ce que je veux te dire, Finn, c'est que tes mots m'ont fait comprendre que j'avais fait le bon choix. J'ai découvert qu'il existait encore des personnes intactes, qui n'étaient pas encore marquées par la noirceur de notre monde. Toi et Ciri, vous ressemblez beaucoup, tout en étant fondamentalement différents. Vous vous complétez étonnamment bien. Vous portez le titre de second, mais en réalité, c'est vous qui avez dirigé et fait vivre le Cyriella, et d'une façon que je n'aurais pu imiter. Mais tu ne sembles pas te rendre compte de ton importance, de ta place. Ciri a des apparences de mur indestructible, elle est extrêmement talentueuse dans tout ce qu'elle fait. Mais elle a besoin de toi, comme nous tous ici. Je sais que tu as douté 1000 fois de la légitimité de ton grade, que tu te sens parfois faible et petit face à des forces terribles et sans scrupules. Sache qu'à travers mes yeux, je vois quelqu'un bourré de talent et de qualité, qui ne doit absolument pas se laisser rabattre et corrompre par le monde qui l'entoure. Tu es quelqu'un de précieux, et il faut maintenant que tu en prennes conscience. Personne ici ne peut rivaliser avec toi à l'épée si ce n'est Ciri. Tu as été capable de prouesses magiques incroyables en peu de temps, et tu fais preuve d'un esprit brillant en permanence. J'aurais souhaité avoir un deuxième enfant. Un fils, tel que toi. Finn tremblait légèrement. Il était de toute évidence touché d'une façon inattendue par les paroles du capitaine. Il baissa le regard pour éviter de croiser celui de ce dernier. Finn, j'ai besoin de toi plus que jamais pour aller sauver Ciri. Il faut que tu prennes enfin confiance en toi. Le capitaine et son second restèrent de longues heures assis à discuter. Ils n'établirent pas de plan d'attaque, ne parlèrent pas de stratégie, mais partagèrent des moments de leur vie respective. Joseph interpella Finn une dernière fois au moment où il était sur le point de partir. Finn? Oui? Une dernière chose. Je suis heureux pour Julie et toi. Que... Comment? Il faut être aveugle pour ne pas s'en rendre compte, plaisanta Joseph. Le second du Cyriella fut une nouvelle voix sur le pont. La lumière du jour était sur le point de s'éteindre. Il fit un effort pour mettre ses émotions de côté pendant un instant. Il parvint à rationaliser de nouveau et réalisa à quel point il était vraiment exténué. Profitant une dernière seconde du spectacle de la mer, il descendit les marches pour accéder à l'intérieur du navire. Finn arriva jusque devant la porte de sa cabine, où il se ravisa d'y entrer. Il voulut faire une dernière chose avant d'aller dormir. La bibliothèque du navire était plongée dans l'obscurité. Seul un objet qu'il ne put identifier luisait très légèrement sur une table. Désolé, je sais pas. Attendez. Qui est là? C'est toi, Finn? Oui, c'est moi. Je crois que j'ai trouvé quelque chose, viens voir. Ah, et fais attention à la... Les pieds du jeune homme se prirent dans une pile de livres posés sur le sol. Il essaya instinctivement de reprendre son équilibre, mais impossible dans le noir de trouver un appui fiable. Il dégringola sur le sol. Le rire de Julie éclata. Je suis désolé. Finn sentit la main de la magicienne attraper la sienne pour le guider. Elle la mena jusqu'à la table. Pourquoi restes-tu dans le noir? Je n'ai pas le choix. L'ouvrage que tu vois là ne révèle ses secrets qu'en l'absence de toute forme de lumière. Vois-tu, cela fait très longtemps que je cherche à percer l'enchantement du Cyriella. Je voudrais le comprendre davantage. J'ai profité de vos absences pour intensifier mes recherches, et je pense avoir mis la main sur quelque chose. On t'a raconté l'histoire de ce navire? Plus ou moins, oui, je me souviens d'une version de Tic. Pour faire court, l'homme qui bâtit le Cyriella a réussi à, en quelque sorte, en faire un objet magique. L'amour qu'il portait pour sa femme a eu un peu comme un rôle de catalyseur pour enchanter le bois qu'il travaillait. Bien qu'il ait réussi une prouesse unique en son genre, je pense qu'il n'avait aucune expérience en sortilège ou en quoi que ce soit d'autre. Tout ça pour en venir au point intéressant. Je suis capable de créer des ancrages d'amplification qui peuvent amplifier la puissance d'un sortilège. Enfin, je pense en être capable. Tout est écrit là. Il me faut juste trouver les points chauds du Cyriella. J'avoue que ça me dépasse un peu tout ça. Tu sais comment trouver ces points? Quel effet cela va avoir? Il suffit de tendre l'oreille. Je suis certaine que tu as déjà remarqué que dans certains endroits du navire, on ressent de drôles de sensations. Plus que dans d'autres. Je vais m'y mettre dans l'heure. J'ai juste besoin de relire quelques passages sur les ancrages. Pour ce qui est de l'effet, je ne sais pas trop, mais je me dis que ça ne peut être que positif. Au travail alors. Finn fit Finn, en s'attablant aux côtés de Julie. Finn? Oui? Tu vas te reposer, toi. Non, mais
La magicienne le coupa net. Je ne t'entends plus. Je n'entends plus rien. D'ailleurs, Julie, je voulais m'excuser pour tout à l'heure. Mais tu vas filer, oui? Finn ne prit pas davantage de risques et reprit la route de sa cabine. Le second du Cyriella fut réveillé par un raffut provenant apparemment du pont du navire. En s'approchant de la sortie, il parvint à percevoir des voix. Comment est-ce que c'est possible? On est encore très loin des côtes. On ne peut pas même envisager de recruter davantage de main-d'œuvre. Tu penses pouvoir inverser le processus? Finn reconnut la voix du capitaine, puis celle de Zach. Le premier semblait énervé. Le jeune homme accéléra le pas. Il comprit immédiatement le problème lorsqu'il arriva à l'air libre. Le navire n'avançait plus, il dérivait. Certes, le vent n'était pas favorable au cap choisi, mais cela n'avait jamais posé de problème pour le Cyriella qui naviguait toujours à la même allure. Joseph faisait les 100 pas sur le pont. Zach observait Julie qui était accompagnée de Talinsei vers la proue du navire. L'Ouméenne portait quelques affaires de la magicienne, principalement des parchemins. La fille du capitaine, quant à elle, semblait chercher quelque chose en posant ses mains sur le sol du navire. « Est-ce que tu es certaine que c'est par là » reprit Zach. Julie bouillonna et se retourna vers lui. « Non mais, est-ce que tu es certain de ne pas être absolument insupportable à ce moment précis ?» Elle se rendit compte de l'arrivée de Finn. « Oh, Finn, viens, j'ai besoin de tes services. » Finn s'avança jusqu'à la magicienne. En passant devant Joseph, il l'entendit marmonner dans sa barbe. « Il faudrait que tu me dises si tu ressens quelque chose en ce point, » demanda Julie. « Qu'est-ce qui se passe au juste » chuchota Finn. Julie se gratta la tête d'un air gêné en lui répondant. « Eh bien, j'ai commencé ce dont je t'avais parlé hier. Seulement, dès que j'ai trouvé l'endroit adéquat et que j'ai scellé le premier ancrage, le navire a... eh bien... cessé d'avancer. »« Quoi ? Non mais tout de suite, tout le monde s'est mis à dramatiser. Je suis convaincu qu'il me faut juste terminer pour que tout rentre dans l'ordre. Tu veux bien valider mon impression en me confirmant qu'il s'agit d'un point chaud ?» Finn essaya de ne pas penser à la catastrophe qui se profilait si Julie se trompait et ferma les yeux. Pendant un moment, il ne perçut rien d'autre que le bruit de la mer et le bruit des bottes de Joseph claquant sur le pont du navire. Puis, il sentit une très légère palpitation un bref instant. « Alors ?» demanda Julie. « Attends, je ne suis pas sûr. » Finn se concentra à nouveau. Cette fois, le battement était bien plus perceptible, comme un cœur qui battait sous la paume de sa main, juste en dessous des planches. Il sentit une vague de chaleur le parcourir, et un chuchotement doux, mais incompréhensible, parvint à ses oreilles. « Je crois que tu es au bon endroit. »« Ah !» fit Julie en se retournant vers les autres membres du navire, avec une once de fierté. La fille du capitaine reprit bien plus bas. « Bon, maintenant il ne me reste plus qu'à vérifier si mon père va me faire passer par la planche ou non. » Elle attrapa un des parchemins que portait Talinsei et entreprit de lire les formules qu'elle y avait écrites. De sa main libre, elle exécutait des mouvements précis. Une forme runique bleue se forma sur le sol du navire. Julie termina son travail et tout redevint normal. « Et voilà, dit-elle. Un malaise s'installa sur le pont du navire. Zach, qui s'était un peu éloigné, suite à l'énervement de Julie, se rapprocha de nouveau d'elle. « Et si... » À peine avait-il commencé à parler, que la jeune femme se leva avec la ferme intention de le faire taire. Aucun d'entre eux ne put cependant terminer. Le navire entier se mit à trembler. Le bois craquait partout sous les pieds de l'équipage. Les cordages se mirent à remuer, puis à danser d'une façon serpentine. L'atmosphère se réchauffa brusquement. Personne n'étouffait, cependant. Il s'agissait de cette chaleur rassurante et charnelle qu'on pouvait parfois ressentir à bord du navire. Tout le monde s'échangea des regards mêlant surprise et inquiétude. Le vent se leva brusquement, mais ne fit mystérieusement pas gonfler les voiles. Il porta un murmure sur l'ensemble du pont. Personne ne réussit à saisir les mots qui se firent entendre. Ils semblaient être prononcés dans une langue inconnue. Tous comprirent pourtant aisément qu'il s'agissait d'une femme chuchotant des mots doux, bienveillants et emplis de désir. Le phénomène s'estompa brusquement. Puis les voiles se gonflèrent avec puissance. Le Cyriella tout entier se mit à se mouvoir à une vitesse vertigineuse. Zach et Joseph chutèrent sur le sol, pris de court par la force du déplacement qui se produisit. Julie, Finn et Talinsei se tinrent comme ils le purent. L'équipage finit par retrouver l'équilibre, alors que le navire fendait les flots, maintenant à une allure incroyable. « Oui, ça marche !» cria Julie en sautant dans les bras de Finn. Une porte claqua sur le pont du navire. « Oh, c'est quoi là ?» Tic, explosant de colère et complètement recouvert de poudre, cherchait de toute évidence à comprendre l'origine des événements qui l'avaient mis dans cet état. La vue de leur ami combinée à la chute de la pression qui s'était établie fit éclater de rire l'ensemble du pont.
Il ne fallut que quelques jours pour que le Cyriella, fort de sa vitalité renouvelée, n'atteigne le continent. Le capitaine avait repris la barre dès que les côtes s'étaient montrées à l'horizon. Il connaissait une baie cachée naturellement par le relief qui lui avait permis de se rendre de nombreuses fois près de la capitale sans incident. Cela allait également permettre à Julie de se dispenser de sortilèges d'invisibilité. Joseph avait longtemps pesé le pour et le contre quand sa fille avait insisté pour venir avec eux délivrer Ciri. Il voulait lui éviter un maximum de danger, mais il était forcé d'admettre qu'elle représentait sûrement leur meilleur atout contre les forces du cercle. Il avait donc fini par accepter. Des préparatifs de dernière minute étaient réalisés à travers l'ensemble du navire. Zack et Finn consultaient une vieille carte de la ville dans la cabine du capitaine. Ce dernier rentra dans la pièce. « Nous y sommes. Nous débarquons dans l'heure. Vous êtes prêts, les garçons ?» Ils hochèrent la tête. Joseph se pencha sur le document qu'ils examinaient. « Ah, pardon, je me suis trompé de personnage. Je reprends cette phrase. « Nous y sommes. Nous débarquons dans l'heure. Vous êtes prêts, les garçons ?» Ils hochèrent la tête. Joseph se pencha sur le document qu'ils examinaient. Julie rentra à son tour discrètement. Elle fit un signe à son père pour qu'il vienne jusqu'à elle. Si ce passage existe encore, il devrait nous mener jusque dans la rue adjacente au palais. Si nous nous montrons prudents, nous pouvons gagner un temps précieux. Les jugements sont rendus en public sur la place, ici, mais si tout va bien, nous n'aurons pas à nous y rendre, expliqua Finn à Zack. Le second du Cyrilla remarqua la présence de la magicienne et entendit la fin de sa conversation avec Joseph. Non, Julie, je ne veux pas que ton attention s'y porte en permanence. Et puis je n'ai pas pour projet d'être séparé de toi. Le jeune homme fronça les sourcils, puis porta son attention sur la carte une nouvelle fois. Ils avaient revu leur plan, encore et encore. Ils n'avaient pas vraiment d'autres détails qu'ils pourraient améliorer. Joseph avait encore en mémoire les rues et les chemins de la capitale. Il connaissait également un moyen d'entrer dans les cachots de la ville. Une fois rendus là-bas, tous seraient obligés d'improviser. Finn espérait que Ciri s'y trouve bel et bien, et qu'il serait aisé de la libérer. Il n'aurait plus qu'à s'enfuir aussi vite que possible pour retourner au navire. Le jeune homme restait persuadé que quelque chose allait mal tourner, mais il était maintenant temps de partir. Tic, Kalmar, Talinsei et Peter attendaient près de la chaloupe pour saluer leur ami. Joseph s'adressa au canonnier. « Prépare le navire, comme si le pire allait arriver, mon vieil ami. »« Oh ben, comme d'hab, quoi !» plaisanta Tic. Une forêt épaisse et verte cachait efficacement le lieu où le Cyriella avait jeté l'ancre. Finn, Zack, Julie et Joseph trouvèrent un sentier assez dégagé au milieu des feuillages pour progresser. L'endroit était paisible et agréable. Des chants d'oiseaux retentissaient parfois pendant plusieurs minutes. La troupe fit une pause dans un coin à baie après plusieurs heures de marche. « Je n'ai jamais compris pourquoi le cercle ne s'est pas mis à exploiter les ressources de cette forêt, » commença Finn. « Je ne prends pas trop de risques en pariant sur les gardiens, » répondit Joseph. « Les gardiens ? Des animaux, gigantesques, qui garderaient chacun une partie de cet endroit. Ces géants accueilleraient avec bienveillance les visiteurs dotés de nobles intentions, mais ceux ayant un cœur plus sombre devraient affronter leur courroux, continua le capitaine. « Je pense qu'ils existent vraiment ?» demanda Julie. « Moi, je ne sais pas, mais le cercle semble prendre cette histoire très au sérieux. On ne serait pas là sinon. » À la demande générale, Joseph continua à conter les histoires qu'il connaissait sur les divers endroits qu'il avait pu parcourir. Le groupe finit par arriver à l'orée de la forêt. De la fumée s'élevait des cheminées d'un modeste village construit un peu plus loin. Le drapeau agressif du cercle trancha avec l'atmosphère bucolique. Une troupe de soldats discutait avec des paysans sur le chemin principal. « La chance nous sourit, » fit Joseph. « J'ai bien l'impression qu'ils viennent s'assurer de la livraison des récoltes. Une caravane devrait bientôt partir pour Ferustitiam. Hâtons-nous. » Le groupe contourna les soldats en traversant un champ. Les paysans des environs venaient de commencer les premières étapes de la récolte, ce qui permit à l'équipage d'être plus ou moins couvert par de gros ballots qui attendaient d'être ramassés. Sans incident, Joseph, qui menait la marche, pénétra dans une ruelle vide. Il préféra éviter l'artère principale du village par prudence. Il parvint à trouver les granges où les récoltes devaient être stockées. Tous rentrèrent dans la plus proche. La grande double porte qui permettait aux véhicules de rentrer était ouverte. Une charrette était installée au milieu. Son chargement était principalement constitué de blé. La suite des événements parut évidente pour tout le monde. Zack grimpa le premier et se mit à aider les autres à se hisser. Des bruits de pas se firent entendre à l'entrée de la grange. Personne n'eut le temps de réagir. Un villageois rentra d'une démarche nonchalante.
Le temps ne l'avait pas épargné. Il fit de gros yeux quand il aperçut les intrus, mais ne sembla pas paniquer. Joseph lui fit signe de demeurer silencieux. Vous allez transporter ces marchandises jusqu'à Ferustitiam, n'est-ce pas? Oh non, non, il est trop vieux pour ça. C'est mon fils qui fait le voyage. Quant à lui, il charge, c'est tout. Serait-il possible que votre fils nous emmène également, de manière discrète bien entendu, et moyennant paiement? Ça, il crache pas sur la maille. Vous payez bien? Le capitaine détacha une petite bourse de sa taille et la jeta vers le vieil homme. Ce dernier la fit tinter à son oreille avant d'afficher sa dentition partielle. Je vais mettre au courant mon gamin. Cachez-vous dans le blé, de toute façon, vous avez déjà l'air d'être bien parti pour le faire. Par contre, faut vous dépêcher, c'est qu'il devrait partir bientôt. L'équipage se cacha du mieux qu'il le put. La quantité de marchandises était suffisante pour qu'ils disparaissent totalement au regard non averti. Joseph pria cependant pour que la charrette ne soit pas contrôlée. Le temps parut extrêmement long avant que quelqu'un ne revienne dans la grange. Un homme finit par arriver, en compagnie de chevaux qui l'attela. Il se hissa sur la charrette pour commencer son voyage. Je ne sais pas qui vous êtes, mais sachez que si vous n'aviez pas eu affaire à mon père, jamais je ne vous aurais laissé prendre place clandestinement dans ma cargaison. Je prends bien trop de risques inutilement. Nous vous avons payé, chuchota Joseph depuis l'arrière du véhicule. L'argent ne rachète pas les vies perdues. Restez silencieux, je vous amènerai jusqu'à la capitale. La charrette se mit à trembler alors que les chevaux commençaient leur route. Elle fut rapidement arrêtée vers l'entrée du village. Un contingent de soldats, le même que l'équipage avait aperçu depuis l'orée de la forêt, s'avança. C'est encore moi, messieurs. Il s'agit de mon dernier chargement. J'aimerais vraiment me hâter, il faut que je sois rentré avant la tombée de la nuit, tenta l'homme qui tenait les rênes. Les soldats reconnurent l'homme et lui indiquèrent de continuer sa route. Le trajet fut éprouvant pour ses passagers. La charrette emprunta des routes sinueuses et peu praticables. Le capitaine du Cyriella pria pour que tout se déroule sans incident. Leur destin et celui de Ciri étaient entre les mains d'un inconnu, et cachés au milieu des marchandises, ils ne pouvaient même pas vérifier que le chemin emprunté était le bon sans prendre de risques. Il dut attendre un peu plus d'une heure avant que le fils du vieux paysan ne s'adresse de nouveau à eux. Si vous voulez sortir, c'est maintenant ou jamais. Finn fut le premier à sortir sa tête. L'homme s'était arrêté devant une ruelle lugubre. Il se trouvait déjà dans les murs de la ville, ce qui voulait dire qu'il avait franchi les remparts sans souci. Dépêchez-vous, insista-t-il. Des gardes de la ville regardaient la charrette avec curiosité. Elle avait stoppé brusquement. Ils se mirent à avancer dans cette direction. Le second du Cyriella fit signe à tout le monde qu'il était grand temps de filer. Le groupe eut tout juste le temps de s'engouffrer dans la ruelle. Que se passe-t-il ici? Un problème? Non, pas du tout. Les voix disparurent à mesure de l'avancée de l'équipage. Finn regarda de tous les côtés pour s'assurer qu'ils étaient bien seuls. Les endroits comme celui-ci étaient rares dans Ferustitiam. Et maintenant? Demanda-t-il. Il nous faudrait savoir exactement où nous sommes. Je ne reconnais pas encore l'endroit. Capitaine? Moi non plus. Continuons d'avancer. La ruelle débouchait sur la rue des commerçants. Une foule de personnes s'affairait à ranger les produits qu'elle avait exposés toute la journée durant. L'équipage demeurait en partie invisible grâce à des caisses qui étaient empilées juste devant eux. Un groupe de gardes passa à toute vitesse à l'instant où Joseph jeta un œil. Il recula brusquement. Des marchands vinrent poser une caisse de plus sur le tas. Alors attendez. Encore une heure plus tôt, ça et les taxes. Bientôt on n'aura plus un rond, c'est moi qui te le dis. Si le conseil veut spécialement avancer le couvre-feu d'une heure, c'est qu'il veut les rues vides. Paraîtrait que la garde en aurait après les fugitifs. Faut vraiment que t'arrêtes d'écouter ta bonne femme, vieux. Elle travaille au palais, ses infos c'est du béton. D'ailleurs, tu verras que demain il y aura un jugement. Ils ont fait un prisonnier récemment, et pas un petit à ce qu'il se dit. Joseph frissonna. Se pourrait-il que leur présence soit déjà connue de leur ennemi? Heureusement, ils avaient du temps avant que le conseil ne prononce la sentence pour Ciri. Il s'adressa à son équipage. Nous avons encore un bout de chemin jusqu'à l'endroit où devrait se trouver Ciri. Il faut qu'on avance. La rue commerçante était encore assez active pour espérer passer inaperçu dans la foule, mais cela n'allait pas durer. Suivez-moi, conclut Joseph. De nombreux étals étaient installés de part et d'autre de la rue. Des marchandises de toutes sortes les garnissaient. L'architecture des bâtiments était remarquable. Ces derniers étaient taillés dans une pierre gris clair d'une façon précise et harmonieuse. Certains d'entre eux s'élevaient remarquablement haut. Sur la plupart des façades se trouvaient des motifs et des rosaces, sans signification précise. Des lierres grimpaient également sur les murs. La ville était la même que dans les souvenirs de Joseph et de Finn.
Le groupe progressa aussi vite que possible dans la foule. Il y eut brusquement du mouvement à quelques dizaines de mètres devant eux. Quelques cris retentirent. Des gardes, une dizaine, avançaient en phalange, fouillant et brusquant les passants à mesure qu'ils les croisaient. Demi-tour, vite ordonna Joseph. Une poignée de secondes s'écoulèrent avant que l'équipage ne se rende compte qu'un autre groupe de gardes effectuait la même manœuvre, à l'autre bout de la rue, dans l'autre sens. Zach et le capitaine échangèrent un regard paniqué. Ils étaient piégés. Dans quelques minutes, tout serait fini. J'ai une idée, suivez-moi. Finn tourna à gauche et fila à toute vitesse dans une rue plus modeste. Il croisa le regard d'un des gardes de la phalange. La foule bloquait heureusement sa progression. Le jeune homme vérifia que tout le monde le suivait et il se mit à courir. Il essaya de toutes ses forces de se rappeler des détails de la ville. Un croisement s'ouvrit devant lui. Il fut impossible pour Finn de s'en souvenir. Il choisit une direction aléatoire en hâte. Le groupe arriva devant un grand bâtiment imposant. Des colonnes de dizaines de mètres cerclaient ce dernier. Presque tous les endroits importants et officiels de Ferostitiam étaient construits ainsi. Le second du Cyriella soupira de soulagement en reconnaissant le bâtiment qui fut un jour la grande bibliothèque. L'endroit dans lequel il voulait se rendre était juste à côté. Par chance, aucun garde ne croisa le chemin du groupe. Finn le mena devant l'endroit le plus impressionnant de la capitale. Il s'agissait d'une gigantesque pyramide blanche, au sommet de laquelle était réalisée une sorte de symétrie, qui faisait qu'une autre pyramide, inversée cette fois, s'élevait vers des hauteurs vertigineuses. Le bâtiment avait ainsi des allures d'étranges sabliers. Un large chemin couvert tournait autour de ce dernier en spirale, et permettait d'y rentrer en plusieurs endroits. Il était possible, depuis le chemin, d'observer l'extérieur à travers les murs qui semblaient être faits de verre. La vue était de plus en plus imprenable à mesure que l'équipage monta. Finn s'arrêta cependant vers le milieu de la première pyramide et indiqua à tout le monde de rentrer. De longs couloirs s'ouvrirent devant eux. Le jeune homme compta les portes à voix basse. 9, 10, 11. Il s'arrêta brusquement devant la 15e et tenta de l'ouvrir. En vain. Il frappa alors timidement. Un raffut de tous les diables se fit entendre depuis l'autre côté. Finn porta sa main à son épée, ce qui amena Zach et Joseph à faire de même. Julie regardait de temps à autre derrière eux d'un air inquiet. La porte finit par s'ouvrir sur une personne du même âge que Finn. Max ? Finn, qu'est-ce que tu fais ici ? Entre ! L'équipage pénétra dans une petite chambre. Max ferma la porte après avoir vérifié que personne d'autre ne se trouvait dans le couloir. Max avait des cheveux bruns très courts. Son visage était marqué par la fatigue. Il portait une toge étrange faite en tissu marron. Finn n'eut pas le temps de parler que son ami l'attrapa dans ses bras. Je crois que tu as des tonnes de trucs à me raconter. Pourquoi est-ce que tu es revenu ? C'est qui eux ? Les gardes ne t'ont pas interpellé ? C'est la folie par ici, ça fait déjà 4 jours que les sorties à entrer dans l'académie sont interdites. Interdites ? Il n'y a absolument personne devant. Même à l'époque, je ne suis jamais entré aussi facilement. Fit Finn étonné. Oui, complètement. Vous avez dû être sacrément chanceux. Finn aperçut une autre personne, assise sur l'unique lit de la chambre. Salut, Finn, fit une voix timide. Léa ! La jeune femme afficha un sourire joyeux. Ses cheveux noirs étaient très légèrement plus longs que ceux de Finn. Une mèche cachait partiellement ses yeux en amande, qui souriait autant que sa bouche. Elle était vêtue du même habit que Max. Finn reprit. Je suis vraiment content de voir que vous allez bien tous les deux. Vous pouvez m'expliquer ce que vous faites dans mon ancienne chambre ? Eh bien, vu qu'il n'accepte plus personne, elle est restée vide depuis tout ce temps. Il y avait même encore une partie de ses affaires. On a tout gardé, ne t'en fais pas. Joseph, Zach et Julie observaient la scène silencieusement. Cette dernière remarqua que des symboles avaient été tracés sur le sol, puis effacés en hâte. Elle remarqua aussi que des tas d'objets avaient été poussés rapidement sous le lit. Elle se pencha pour observer les marquages en les touchant d'une main. « Vous essayez de faire de la magie ?» interrogea-t-elle. Les regards se portèrent sur la magicienne. On essaie, oui, mais on n'arrive toujours à rien. C'était un peu plus simple quand Finn était là, répondit Léa. J'ai bien cru qu'on allait être pris d'ailleurs. Tout nous a fait sacrément peur, Finn, renchérit Max. Vous venez souvent ? Demanda Finn. Pas vraiment, non. Quand on peut surtout. On a récupéré du matériel au bazar des brumes hier. Du coup, on voulait essayer de progresser. Attends, tu ne viens pas de me dire que vous ne pouviez pas sortir ? Max afficha un grand sourire. On a toujours nos combines. Finn continua de discuter avec ses deux anciens amis. Il présenta Joseph, Zach et Julie. Cette dernière passa un moment à échanger avec Léa. La jeune femme en toge était émerveillée d'apprendre que Julie pratiquait quotidiennement la magie. Max révéla à Finn l'existence d'un passage derrière l'un des placards de la réserve de matériel. Il débouchait directement 2 rues plus loin. Il fut convenu que l'équipage repartirait en l'empruntant le lendemain matin.
Apparemment, les rues grouillaient de garde la nuit tombée. Il était donc trop dangereux de sortir une fois le soleil couché. Zach et le capitaine se mirent à converser avec Max après que ce dernier ait indiqué à Finn où ils avaient rangé ses affaires. Finn se dirigea vers une armoire dans un coin de la salle. Un sentiment de nostalgie s'empara de lui lorsqu'il l'ouvrit. Il reconnut son habit d'académicien et retrouva le journal qu'il tenait à l'époque. Des feuilles dépassaient en vrac de ce dernier. Il en tira quelques-unes au hasard et tomba sur des théories farfelues qu'il élaborait avec Max, ainsi que sur des poèmes, qu'il écrivait avec Léa. Il reposa les feuilles sur le dessus du journal et saisit son ancienne tunique. Il aperçut un trou provoqué par une brûlure au niveau de l'épaule. Son regard s'assombrit. Pendant une après-midi de cours, il avait déjà été surpris, lui, Max et Léa, en train d'essayer de pratiquer la magie dans une salle non utilisée. Le professeur, qui les avait pris la main dans le sac, s'était empressé de les corriger à l'aide de légers sortilèges, histoire de leur faire comprendre à quel point la magie était nocive pour eux. Finn avait reçu une petite boule de feu sur l'épaule. La jeune femme avait été beaucoup moins chanceuse. La décharge d'énergie lancée sur elle l'avait touchée en pleine poitrine. Il avait fallu plusieurs jours pour qu'elle reprenne conscience. Le personnel de l'infirmerie avait qualifié l'affaire de miracle. Il s'agissait de l'un des nombreux événements qui avaient poussé Finn à tout laisser derrière lui. Ses amis n'avaient malheureusement pas voulu le suivre. Et nous allons nous arrêter là pour la première partie du chapitre 8, les amis. Nous allons donc marquer une petite pause. Ah. Et du coup, El Polios. El Polios. Bienvenue à toi, El Polios. Bienvenue sur ce live si tu es encore là. Désolé, je ne répondais pas parce que pendant la lecture, je préfère ne pas répondre afin de ne pas couper le flux, couper la fluidité de la lecture. Mais en tout cas, bienvenue, bienvenue mon ami. Du coup, The Devilman qui tousse dans le chat. Très intéressant. Alors du coup, j'espère que le début de ce chapitre, de ce dernier chapitre du roman Chimère Héritage vous plaît. Personnellement, j'aime beaucoup parce qu'en fait, une chose qui se fait énormément dans la littérature moderne et que je trouve pas mal, enfin ça dépend des fois si c'est à l'abus, si c'est trop employé, ça devient un peu gonflant et du coup plus rien n'a de valeur, on va dire. Mais une mode entre guillemets, enfin une manière en tout cas d'écrire plutôt moderne, je trouve, c'est de faire un chapitre, une aventure, presque une histoire par chapitre. Donc en fait, parce que de manière à ce que à chaque chapitre il y a un cliffhanger et à chaque fois ça rebondisse. C'est souvent comme ça que construisent les textes, que construisent leurs textes, que les auteurs construisent leurs textes. Oui, ça va mieux dans ce sens-là. et, et là, j'aime bien parce que d'habitude, ce procédé fait que on en arrive avec des chapitres très très courts et que ça s'enchaîne et voilà. Et parfois, ça a tendance à être même un peu trop rapide et un peu trop fluide, entre guillemets, si on peut dire ça. Donc c'est un peu relou parfois. Et là, ce que j'adore dans ce roman, c'est qu'il n'y a pas ça. Il y a vraiment des aventures complètes à chaque fois. Parfois, ça passe un peu vite. C'est vrai que parfois, j'ai déjà regretté, je l'ai déjà dit, hein. J'ai déjà regretté par exemple le fait que le passage avec les 3 trolls ne dure pas quelques pages de plus. J'ai regretté que le personnage de Glues ne reste pas quelques pages de plus également. Enfin voilà, il y a déjà quelques moments où les événements se sont passés très rapidement et où j'aurais bien aimé que ça dure un peu plus. Mais je trouve que dans ce roman, c'est très bien géré. Il y a vraiment tout un tas de péripéties. Et en fait, toutes ces péripéties sont accrochées au fil rouge. Et le fil rouge, je trouve que c'est tout simplement le voyage, en fait. Je trouve qu'il y a vraiment ce côté... on est embarqué dans l'équipage, quoi. On est un membre à plein temps de l'équipage du Cyriella. Et hop, on fait le voyage avec eux. On partage leurs aventures. On partage comment on appelle ça dans un voyage en mer quand on s'arrête, leurs étapes entre guillemets, enfin ouais voilà, on peut dire ça.
Et ouais, je trouve ça vachement agréable en fait, parce que du coup, ça fait un rythme tranquillou, euh, comment dire, où on prend le temps d'apprécier chaque personnage et d'un petit peu, entrer en contact avec tous et d'apprendre à tous les connaître, à bien voir qu'ils ont tous une histoire personnelle, etc. Ils ont tous leur caractère. Et je trouve ça hyper agréable, mêlé à la vivacité des actions qui rajoute une bonne dose de fun et une bonne dose de, bah ouais, d'adrénaline, on va dire. Enfin voilà, j'aime beaucoup ça. Et voilà, Cyrinelle a trouvé le mot que je cherchais, tout à fait, le mot escale. Donc voilà, c'est ça qui est génial, c'est qu'on suit tout le monde à toutes leurs, on suit l'équipage à toutes leurs escales. Décidément, j'ai hyper du mal à parler dans cette pause. Autant je trouve que j'ai pas lu dégueulasse, autant là j'ai du mal à parler, what the fuck. Et j'ai aussi fait une pause un peu plus tôt que j'avais prévu, mais tout simplement parce que je sens que là, on va arriver dans le dur. Là, on va arriver justement au moment où il y a l'action. Donc je voulais pas lire 3 pages de plus et devoir arrêter en pleine action, ça serait dommage. Donc là voilà, ils sont en train de se faire une petite nuit de sommeil. Je me suis dit que c'était le bon moment pour faire une petite pause et ensuite pouvoir réattaquer avec full action jusqu'au bout du roman. On mouille à un port, nous dit Devilman. Et du coup, je suis content que tu apprécies le roman Devilman. Qu'allais-je dire de plus d'ailleurs D'ailleurs, ce côté où assez souvent dans le roman, il y a un moment où ils vont dormir à l'auberge, enfin voilà. Je trouve que c'est hyper réminiscent des jeux vidéo et des jeux de rôle, encore une fois. Donc ça me fait bien rire. Il y a vraiment ce côté. Il s'est passé plein d'aventures, plein de péripéties et tout, mais après, il faut quand même des moments de creux où tout le monde discute, ou voilà, et où on va se coucher, où on récupère des forces, avant d'entamer une nouvelle journée encore plus trépidante. Je trouve ça super marrant. Enfin ouais, je trouve vraiment qu'on sent le, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Je trouve vraiment qu'on sent le marquage de ce côté-là en mode jeu de rôle et jeu vidéo un peu. Alors là, désolé, je suis en train de me débattre avec un bout de tissu récalcitrant. Je l'ai vaincu! Ouah! Ouais, voilà, il y a le Cyriella qui se font des quêtes monumentales et juste exotiques et juste palpitantes. Et moi, je me bats avec des bouts de tissu. Ah, la vie est triste. Du coup, on arrive à 1 heure de live, donc je pense que ça va se terminer assez rapidement. Il nous reste une quinzaine de pages du coup, donc je pense que ce live finira assez tôt. Désolé, j'aurais bien aimé qu'il dure plus longtemps. J'aime bien en général faire un live final un peu plus long sur les romans. Mais là, j'étais obligé de découper en 3 chapitres. Je pense que c'est la meilleure solution. Enfin, voilà, voilou. Euh... Au fait, j'ai 18 ans dans 2 heures et Miss Devil a déjà 18 depuis aujourd'hui. Trop marrant. C'est trop marrant. Mais du coup, Miss Devil, bon anniversaire, bon anniversaire. Et The Devilman, je te souhaite un bon anniversaire par anticipation parce que je ne pense pas que dans 2 heures nous serons encore en live. Mais bon anniversaire à vous deux, les amoureux. Bon, du coup, je pense qu'on va reprendre la lecture assez rapidement parce que je vous avoue que j'ai hyper envie de savoir la fin en fait. J'ai envie de savoir comment ça va se dénouer. J'ai envie de voir je sais pas. Justement ça, c'est un peu l'aventure classique, mais en même temps j'ai justement envie de voir comment ça va se passer. C'est un peu l'aventure classique de sauvetage, enfin évasion d'une grande ville ou quelque chose comme ça. C'est un peu un épisode fréquent, on va dire, un épisode iconique des univers de fantastique, de médiéval, etc.
Donc, bon, là, c'est pas. Enfin, c'est plus fantastique que médiéval. Euh, donc, du coup, voilà, j'ai vraiment hâte de voir comment ça va se passer parce que j'ai hâte de voir comment cet épisode iconique a pu être réinventé par Cyrinelle. Parce que, bon, alors, je suis pas d'accord avec ça, mais il y a pas mal de gens, notamment dans mon entourage, qui disent de toute manière, toutes les histoires ont déjà été racontées. Je suis pas entièrement d'accord avec cette phrase, mais malgré tout, oui, il y a énormément d'histoires qui ont déjà été racontées, et voilà, c'est très très dur d'être original sur le scénario, entre guillemets. Enfin, et encore. Mais ce qui est génial, c'est justement d'avoir des, des péripéties iconiques, hyper connues, etc. Et de voir comment un auteur, comment un réalisateur de cinéma, comment n'importe qui, en fait, comment un artiste en général va utiliser cette chose connue, cette matière connue, entre guillemets, cette matière presque publique, j'ai envie de dire, et la transformer avec sa patte et y ajouter un style qui va faire que ça va être totalement différent au final. Enfin, moi en fait ce que j'aime bien c'est vraiment la manière et ça rejoint un peu ce que je dis par rapport au spoil, je vous avais déjà parlé de ça. Souvent quand on me dit ah je veux pas te spoiler une série ou un film machin, je dis bah si vas-y je m'en fous d'être spoilé, moi ce qui m'intéresse c'est comment on arrive à l'événement, pas l'événement. Donc genre tu peux me spoiler qu'à la fin de tel film, il y a machin qui meurt. C'est pas grave, ça me donnera envie de le voir et de voir comment le fait qu'il meurt a été amené. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la manière et pas l'événement en soi, mais la manière dont est traité l'événement. Et puis, pas seulement dont l'événement est traité, mais dont le build-up jusqu'à l'événement est traité. Et du coup, oui, Devilman, c'est clair et net, hein. Là, je fais plus de pause jusqu'à la fin. Je lis la dernière partie d'une traite. Parce que là, je pense vraiment que ça va être bah, le gros final. Donc, justement, j'ai pas envie de gâcher ça. J'ai envie que ce soit fluide jusqu'à la fin. Par contre, comment je me. Bah, ça va qu'on ait séparé les lives en plusieurs. Enfin, les derniers chapitres en plusieurs lives. Parce qu'il y a tellement de personnages dans les derniers chapitres qui se rajoutent que si j'avais dû faire toutes ces voix différentes en une seule soirée, j'aurais extrêmement galéré. Déjà que là, j'ai un peu de mal parfois à me dire attends, je fais quelle voix parce que des voix féminines, j'en ai déjà fait trois, alors là, je vais faire quoi. Même des voix masculines, j'en ai déjà fait plein, donc là, je vais faire quoi. Enfin, donc, ouais, j'ai de plus en plus de mal à me réinventer en termes de voix sur ce roman, mais bon, j'essaie de faire mon mieux, j'espère quand même que c'est perceptible et que ça vous permet d'identifier les personnages facilement. Mais bon, après, c'est ce que j'adore faire aussi, hein, mais c'est vrai que c'est hyper compliqué. Et l'expérience la plus compliquée concernant les voix, c'était vraiment Peter Pan. Peter Pan, pour ceux qui l'ont vu, on avait vraiment galéré parce que les enfants perdus, ils sont beaucoup. En plus, il y a Wendy, il y a ses frères, enfin, il y a Capitaine Crochet, son équipage, enfin, il y avait vraiment énormément de personnages et les dialogues étaient assez vifs et assez, assez partagé en fait, dans le sens où il y avait vraiment beaucoup de personnages qui participaient à un seul dialogue. Du coup, quand il fallait faire des, faire des injonctions, faire des textes, mince, comment on dit, des interjections et des parties de ping-pong verbal entre personnages et entre plusieurs dizaines de personnages, c'était un gros gros bordel pour lire ça et être fluide encore une fois. Mais bon, en même temps, c'était super marrant. Sur ce, d'ailleurs, un truc qui me fait trop bizarre, c'est que j'arrive plus à me souvenir des voix que j'ai faites pour les anciennes lectures. Ça me ferait bien marrer d'aller retourner sur certaines anciennes lectures et de me dire ah ok, je l'ai fait comme ça. Genre, je sais que le Capitaine Crochet, je l'avais vraiment fait hyper. Avec une voix un peu rocailleuse. Je sais que Frankenstein, lui, j'avais vraiment abusé avec une voix profonde dans la. Bien gutturale et en même temps rocailleuse. Enfin, c'était un gros délire. Euh, Donc, ouais, Frankenstein, c'était. Enfin, la créature de Frankenstein.
Dracula, j'avais essayé de lui faire un petit accent et tout, mais c'était compliqué. Enfin bon, c'est super marrant à faire. Et d'ailleurs, c'est l'une des choses que j'adore faire aussi dans le jeu de rôle parce que c'est vraiment sympa. Ça met vraiment l'ambiance. Bien sur ce, nous arrivons à 1h08 de live, donc on a fait une bonne petite pause de 10 minutes, je pense. Du coup, on va se relancer. The Devilman, plus de pause jusqu'à la fin, toute fin. Bah oui, c'est ce que, oui, c'est ce que je disais. The Devilman, y a pas de souci, t'en fais pas. Là, il nous reste une quinzaine de pages. On va aller jusqu'au bout en un coup. Et bah du coup, je vous souhaite une bonne écoute, les amis. Bonne écoute Minato, bonne écoute Azrog, bonne écoute Cyrinelle, bonne écoute The Devilman pour l'ultime lecture du roman Chimère Héritage de Mirani. C'est triste, c'est la fin. Mais bon, on va quand même profiter du dernier chapitre et voir ce qu'il s'y passe avec plaisir. Je vous reprends à la fin de ce chapitre pour l'outro du live. A tout à l'heure, les amis. Finn réveilla Julie qui dormait profondément. La nuit était passée à toute vitesse. Pardon. Désolé. Désolé. Je vais juste faire un petit truc pour moi, pour pouvoir me retrouver sur la rediffusion sur YouTube. Bref, bonne écoute à tous. Chapitre 8. Suite. Finn réveilla Julie, qui dormait profondément. La nuit était passée à toute vitesse. Zach et Joseph attendaient déjà à côté de la porte. Max et Léa firent une nouvelle fois leurs adieux à Finn. Leur visage traduisait un mélange de tristesse et d'inquiétude. Leur ami avait expliqué la raison de son bref retour, mais sans rentrer dans les détails. Le chemin vers la réserve de matériel où se trouvait le passage ne fut pas bien compliqué à retrouver pour Finn. L'équipage tomba nez à nez avec 2 gardes pendant la route, mais ces derniers n'eurent pas le temps d'alerter qui que ce soit. Julie avait eu raison du premier en jetant un sortilège d'apesanteur sur son armure. Le malheureux s'était retrouvé complètement immobile, écrasé par le poids que son corps portait. Zach avait assommé le second en portant un coup violent dans la nuque alors que ce dernier fonçait vers Finn. La réserve en question était assez petite, des armes émoussées y étaient entreposées ainsi que quelques tenues d'entraînement. Finn se dirigea vers le placard du fond, conformément aux instructions de Max. Il demanda de l'aide à Zach pour le pousser et l'arrière du meuble révéla un trou qui s'enfonçait dans le sol. Le passage n'était pas assez haut pour s'y tenir pleinement debout, la progression à l'intérieur se révéla assez pénible. Heureusement, il ne fallut pas beaucoup de temps pour que le groupe arrive vers la sortie du tunnel. Celui-ci débouchait dans les feuillages de l'arrière-cour d'une boutique de parchemin. Un chien dormait paisiblement sur un carré d'herbe. L'équipage s'avança lentement jusqu'à la seule porte visible. Finn jeta un œil à l'intérieur du bâtiment. La vendeuse était occupée avec un groupe de 3 personnes. Il fit signe à ses amis de traverser rapidement et silencieusement. Par chance, ils ne se firent pas remarquer. Les rues demeuraient plutôt calmes à cette heure matinale. La pression semblait également avoir redescendu. Des gardes croisèrent même le chemin de l'équipage sans réagir, bien qu'ils se trouvaient tout de même à une certaine distance. L'escapade dans les rues de Ferustitiam se termina devant l'entrée de ce qui ressemblait à une version réduite du bâtiment de l'ancienne bibliothèque. 3 gardes discutaient entre eux en bloquant l'entrée. « C'est ici que Ciri devrait être enfermée. Nous ne pourrons la jouer passivement jusqu'au bout. Julie, tu pourrais nous refaire le coup du sortilège d'apesanteur » demanda Joseph. La magicienne hocha la tête et s'exécuta. Quelques secondes plus tard, les gardes s'écroulèrent. En passant devant eux, Zach remarqua qu'ils essayaient de crier, mais que leur souffle était totalement coupé. À l'intérieur, le chemin se divisait en 2 choix possibles. Un escalier grimpait dans le bâtiment, tandis qu'un autre s'enfonçait dans le sol. Ni Finn ni Joseph ne savaient lequel emprunter. Ils décidèrent de descendre, présumant qu'il serait logique que les cellules des prisonniers se trouvent au niveau inférieur. La chance leur sourit une nouvelle fois. Ils débouchèrent sur une cave humide et sombre, qui ressemblait fortement aux endroits où les tonneaux d'alcool étaient stockés dans une auberge. Un garde dormait sur son tabouret, partiellement affalé sur une petite table devant lui. Les affaires des prisonniers étaient exposées derrière lui. Le rythme cardiaque de Finn monta d'un cran lorsqu'il reconnut la lame de Ciri. Il s'en empara aussitôt et le groupe se précipita vers les cellules. Il ne fallut pas plus de quelques secondes pour que la voix de la seconde du Cyril ne retentisse. « Hé Finn, capitaine, je suis là !»« Ciri, tout va bien ?» demanda Joseph. « Rien de grave, mais je ne pensais jamais vous revoir. Si vous savez comment me sortir de là, c'est maintenant ou jamais. Une troupe devrait venir me chercher d'un instant à l'autre pour que je sois jugé. »
Finn posa la paume de sa main sur la serrure devant lui. Un léger crépitement se fit entendre, et le métal noir se mit à rougir et à fondre. Le jeune homme poussa la porte qui grinça violemment. « Je ne sais pas comment je pourrais vous remercier, » dit Ciri dont la voix trahissait une émotion certaine. Le visage de la jeune femme était sale, et le contour de l'un de ses yeux était totalement noir. Ses geôliers ne l'avaient pas ménagé. Finn lui tendit son épée. « Il était hors de question qu'on t'abandonne. Ne traînons pas, j'ai déjà passé bien trop de temps dans cette ville. » En faisant demi-tour, un frisson parcourut le dos du jeune homme. Le garde n'était plus là. Le groupe se précipita à l'extérieur. Les victimes de la magie de Julie étaient toujours au même endroit. Je ne sais pas où il est passé. Nous avons peut-être encore un peu de temps avant qu'il nous donne l'alerte. L'équipage traversa la rue à toute vitesse. Il n'était plus question d'attendre quelque part. Tous voulaient s'en sortir au plus vite. Ils furent forcés de réduire l'allure quand ils arrivèrent dans une rue bien plus peuplée. Ciri se plaça au milieu du groupe pour rester caché le plus possible. Plusieurs passants se retournèrent sur le groupe. Certains se mirent même à chuchoter, mais la progression de l'équipage ne fut pas ralentie davantage. Bonjour messieurs, jetez un œil à l'une de mes montres, elles valent le détour. Mon père disait toujours que la sienne le rendait maître du temps, qu'il ne pouvait plus s'en passer. Un homme grand et mince déployait l'un des côtés de son grand manteau devant Joseph, et les autres de nombreuses montres agoussées y étaient accrochées. Non merci. L'homme se mit à insister et bloqua le chemin du groupe. Le capitaine reprit. Non merci, vraiment, nous sommes... Un sifflement traversa les airs. Une boule d'énergie bleue percuta le marchand de montres avec une force époustouflante. Ce dernier fut projeté dans les airs jusque dans un groupe d'inconnus quelques mètres plus loin. Les regards convergèrent vers l'endroit d'où provenait le sortilège. Un homme, encapuchonné dans une longue robe aux couleurs du cercle, affichait un air désemparé. Il avait relâché son sort trop tôt. Autour de lui, une troupe de gardes apparut se rua dans la direction du groupe de fugitifs. Les hurlements commencèrent aussitôt, accompagnés d'un large mouvement de foule. Finn, Ciri, Zack et Joseph avaient déjà leurs armes à la main et furent prêts à accueillir les gardes. Le mage du cercle verrouilla le capitaine de son regard et entreprit de lancer un nouveau sort. Il leva les mains et une nouvelle boule d'énergie fondit sur la cible. Elle s'immobilisa dans les airs. L'homme écarquilla les yeux, déconcerté. Le sort fit demi-tour et explosa sur son propre lanceur. Ce dernier fut propulsé contre un mur. Le choc fut tel qu'il perdit instantanément connaissance. Julie, derrière ses amis, afficha un sourire. Amateur. La troupe de garde fut mise en déroute. L'équipage reprit sa route aussi vite que possible. Partout, des habitants de Ferustitiam criaient et couraient. Finn menait la course et arriva à un carrefour. Une nouvelle escouade de garde arriva en face de lui. Elle comportait encore un homme en robe. Le second du Suriella entreprit d'utiliser la magie avant que son adversaire n'ait le temps de le faire. Alors qu'il était sur le point de terminer son sort, il sentit une masse se projeter contre lui et fut lourdement plaqué sur le sol. Un garde en armure l'immobilisa et le frappa de toutes ses forces au visage une première fois. La vue de Finn se troubla. Le bras de son agresseur allait s'abattre une nouvelle fois, mais la lame d'une épée le trancha net. L'homme, qui venait de perdre un membre, hurla. Zack l'acheva sans attendre avant d'aider son ami à se relever. Merci, Zack. Pas de quoi. Finn se tourna pour voir où se trouvait le reste de l'équipage. Il vit Ciri et Julie aux prises avec de nouveaux ennemis. Joseph, quant à lui, se tenait juste à ses côtés. Le second du Suriella sortit de nouveau son épée et fit un pas en avant. L'air devant lui sembla s'embraser. Une gigantesque boule de feu vint s'abattre sur un mur quelques mètres plus loin. L'explosion éjecta Zack, Finn et Joseph. La base du bâtiment, qui avait encaissé la majeure partie du sort, était plus que partiellement détruite, et l'ensemble de l'habitation se mit à osciller. Quelques secondes plus tard, le carrefour fut entièrement coupé en deux. Finn se releva et courut vers les débris. « Julie! Ciri !» Derrière! Ciri eut à peine le temps de suivre l'avertissement. Pardon. Derrière! Ciri eut à peine le temps de suivre l'avertissement de Julie qu'une hache s'abattit juste à côté d'elle. D'un mouvement rapide et agile, elle se glissa derrière l'homme qui venait de rater son coup. Sans perdre un instant, elle bloqua la tête de son adversaire et lui trancha la gorge. Un corps calciné tomba juste à côté d'elle alors qu'elle lâcha l'étreinte qu'elle exerçait sur sa victime. Ciri se retourna et vit le reste des soldats s'enfuir. Elle et Julie incarnaient un duo que les hommes du cercle n'étaient pas sur le point d'oublier. La seconde du Suriella s'approcha des débris du bâtiment qui s'était écroulé à côté d'eux durant leur combat. Quelques pierres étaient passées non loin des jeunes femmes, mais par chance, elles n'avaient pas été mises en danger. Le mage du cercle avait invoqué un puissant sort de feu qu'il ne semblait pas maîtriser.
À mi-chemin de son incantation, il avait lâché prématurément la boule qui était à l'origine de l'effondrement du bâtiment. Julie entendit la voix de Finn provenant de l'autre côté des débris. « Tout va bien! Nous sommes derrière !» cria-t-elle. « Il faut qu'on continue. Trouvez un moyen de nous rejoindre. Faites demi-tour et prenez la prochaine rue sur votre gauche. Elle mène au rempart. De là, vous pourrez sûrement trouver une sortie. On se retrouve tous à l'extérieur, » fit la voix du capitaine. La magicienne n'appréciait pas le fait de devoir se séparer. Elle n'eut cependant pas le temps de protester. Déjà Ciri repartait en suivant les instructions de Joseph. La rue qu'elles avaient traversée une première fois était devenue totalement vide, ce qui leur permit de rapidement la parcourir. Les deux femmes tournèrent alors à gauche. Un nouveau groupe de gardes arriva d'une ruelle adjacente. Julie fit instantanément voltiger un amas de tonneaux qui se trouvait près d'elle pour barrer la route des hommes du cercle. Le reste du chemin jusqu'au rempart se révéla étonnamment facile. Des marches s'élevaient devant Ciri et Julie pour grimper sur le haut et le large mur qui faisait le tour de Ferustitiam. « On les a semés ?» interrogea la magicienne. « Je ne sais pas. Ils sont peut-être partis à la poursuite de Finn et les autres. Quoi qu'il en soit, ne perdons pas plus de temps, grimpons. » Julie sortit un petit objet de l'une des poches de sa robe. Elle l'observa l'espace d'une seconde et le rangea d'une main tremblante. Son visage était décomposé. « Il en arrive de tous les côtés !» La voix de Zack fut couverte par le sifflement d'un sort qui rata le groupe de peu. « Ne regarde pas en arrière, fonce !» cria Joseph. Les troupes de soldats du cercle semblaient toutes converger vers Finn, Joseph et Zack. Il ne faisait plus aucun doute que l'alerte avait été donnée. Finn se maudit. Il ne pouvait pas croire que tout s'était joué sur un seul garde. Il repensa à la veille, à la facilité qu'ils avaient eue à avancer dans la capitale. Cela n'avait aucun sens. « Par là !» Le groupe bifurqua brusquement, Joseph guidé du mieux que possible. Les troupes du cercle de fer demeuraient encore en retrait. Il fallait garder la petite avance que l'équipage possédait. La ruelle empruntée déboucha sur la rue principale de la capitale. Elle était immense. Des statues et des fontaines aux architectures à la prouesse incroyable ponctuaient régulièrement l'endroit. Zack courait de toutes ses forces. Il commençait à être à bout de souffle. « Courage, nous y sommes presque », le rassura Finn. Devant commençait à se profiler une des portes des remparts. Sûrement celle par laquelle ils étaient entrés, cachés dans la charrette du paysan. Le cœur de Finn battait à 1000 à l'heure. Il ne voulait pas se retourner pour vérifier à quelle distance se trouvaient encore leurs poursuivants, mais la curiosité l'emporta. Il tourna la tête et vit qu'ils étaient sur le point d'être rattrapés. Dans la précipitation, le jeune homme perdit l'équilibre et chuta. Zack et Joseph le relevèrent aussitôt. Trop tard. Devant eux se trouvait une phalange de soldats qui les tenaient en joue de leurs fusils. Les remparts n'étaient pas spécialement garnis d'hommes du cercle. Julie et Ciri n'eurent affaire qu'à un seul d'entre eux qui le regretta immédiatement. Le mur était si haut qu'il était possible d'apercevoir la pyramide supérieure de l'académie. Les deux femmes étaient sur le point d'arriver à une tour qui leur aurait permis de redescendre dans la ville. Ciri dissuada Julie d'y retourner. De grands arbres se trouvaient juste de l'autre côté du rempart. Il était compliqué, mais pas impossible, de les utiliser pour sortir de la ville. « Sortons maintenant que nous le pouvons. Ils sont sûrement déjà dehors, » dit Ciri en parlant du reste de leur groupe. La magicienne hocha la tête. Elle jeta un dernier coup d'œil à la capitale. Dans un contexte totalement différent, elle aurait pu aimer y vivre. Son regard se fixa sur un mouvement de foule. Son cœur palpita. « Ciri, c'est eux, ils sont encore en bas ?» Elle tendit le bras pour indiquer à Ciri la direction dans laquelle regarder. Impossible de reconnaître en détail qui était qui. Cependant, les couleurs vives des uniformes des hommes du cercle permettaient facilement de comprendre qu'ils entouraient complètement un plus petit groupe. « Julie, dis-moi que tu peux faire quelque chose. Je n'arriverai jamais à temps jusqu'à eux. Et quand bien même, les soldats sont bien trop nombreux. » La magicienne réfléchit à toute vitesse. « Peut-être que oui, mais ça va prendre du temps. Et je n'ai jamais essayé, ça peut être dangereux pour nous et pour eux aussi. Il faut que... » Ciri lui coupa la parole à l'aide de sa main. Son regard fit comprendre à la fille du capitaine qu'il ne fallait pas perdre de temps. Cette dernière ferma les yeux et commença à réaliser ce qu'elle avait en tête. Zack, Finn et Joseph formèrent un cercle en se mettant dos à dos. Ils ne voulaient pas se rendre, mais ils ne voyaient aucune solution. Il y avait des dizaines d'armes pointées sur eux, peut-être même des centaines. Un lourd silence s'installa. Le capitaine jura dans sa barbe. Ils étaient si près de la porte et pourtant si loin maintenant. Des gouttes de sueur coulaient sur le visage des trois amis. La respiration de Finn s'emballa. Un premier coup de fusil retentit. Le jeune homme sentit une douleur vers le haut de son bras droit. Il tomba à genoux et jura à son tour. Il toucha son épaule, sa main se couvrit de sang. Une deuxième explosion retentit et un corps heurta le sol à côté de lui. Zack. Le jeune homme était allongé sur le sol inanimé. Sa tête reposait dans une flaque pourpre.
L'horreur s'empara de Finn lorsqu'il observa le visage de son ami. La balle avait traversé son œil. Le second du Cyriella se mit à trembler. Il porta une main jusqu'au corps de Zack. Waouh! Je ne suis vraiment pas doué avec les armes à feu. Pour la petite histoire, je visais le capitaine. Des soldats s'écartèrent et un homme s'avança vers Joseph, dont le visage était fermé. Ce dernier parla d'une voix calme. Vénilien, c'est ça? Lui-même. La rage s'empara de Finn. Il se releva, empoigna son épée et se mit à courir vers le frère de Ciri. Ce dernier pointa un tromblon vers le jeune homme. Je ne suis pas doué, mais je ne te raterai pas à cette distance. Finn parvint à récupérer le contrôle de lui-même. Il observa le capitaine avec incrédulité. Comment pouvait-il garder son calme? Le regard de Joseph ne se portait pas vers Vénilien, mais plus loin, au-delà des soldats qui fermaient le cercle dans lequel ils étaient piégés. « Je sais que tu es là, James, » dit calmement Joseph. Quelques secondes s'écoulèrent. « James Dale » hurla-t-il, voyant qu'il n'obtenait pas de réponse. Le silence qui s'était de nouveau installé fut brisé par un bruit de pas sur les pavés de la rue principale de Ferustitiam. Les soldats s'écartèrent de nouveau. Cette fois, ils baissèrent la tête et le regard en signe d'obéissance totale. Un homme apparut, vêtu d'habits qui ne révélaient en rien son rang. Finn crut un instant apercevoir le capitaine. La ressemblance s'arrêtait cependant à l'aspect vestimentaire. Le visage du nouvel arrivant était froid. Son regard était calculateur. De longs cheveux noirs arrivaient jusqu'à sa poitrine. Quand il se mit à parler, l'attention de toutes les personnes présentes fut immédiatement happée. Sa voix possédait une force particulière, capable de passer au-dessus de toutes les autres, sans difficulté. « Joseph, cela fait une éternité. » Finn avait perdu totalement le fil. Il ne comprenait pas l'attitude de son capitaine. Il brûlait du désir de connaître la réponse aux questions qui assaillaient son esprit. Joseph l'avait appelé Dale? « Qui êtes-vous » lâcha-t-il à l'inconnu. Vénilien fit un pas en avant et braqua son tromblon juste devant le visage de Finn. « Tu t'adresses au chancelier, idiot. » Le chancelier ignora totalement le second du Cyriella. Joseph et lui se dévisageaient. L'homme aux longs cheveux noirs reprit. Attendez, je crois que je me suis trompé de personnage. Ok, c'est bon, j'ai compris qui était qui. Je refais ce passage, désolé. Qui êtes-vous lâcha-t-il à l'inconnu. Vénilien fit un pas en avant et braqua son tromblon juste devant le visage de Finn. Tu t'adresses au chancelier, idiot. Le chancelier ignora totalement le second du Cyriella. Joseph et lui se dévisageaient. L'homme aux longs cheveux noirs reprit. Depuis tout ce temps, tu m'en veux encore. Encore et toujours, James. Le pouvoir t'a rendu fou. Ta quête incessante pour tout contrôler a déjà sacrifié de trop nombreuses vies. Le capitaine sembla perdre un peu de sa contenance. James Dale continua d'une façon toujours incroyablement neutre. C'est donc de cela qu'il s'agit? Joseph, c'est le pouvoir qui nous rend humains. Regarde toute cette richesse, toute cette technologie qui t'entoure. Je ne me suis jamais senti plus vivant qu'en leur compagnie. Ce qui rend l'homme humain n'a pas de prix. L'amour, l'amitié, la compassion, la curiosité, la générosité sont parmi ces fruits rares. Joseph pointa James de son épée. Ce dernier reprit. Tu as toujours été naïf. Il me suffirait d'un geste pour en finir avec toi. Cependant, je te dois bien cela, sans toi je ne serais jamais devenu l'homme que je suis. Il sortit à son tour une lame d'un fourreau attachée à sa ceinture. Finn voulut intervenir, mais Vénilien l'obligea à s'écarter. Joseph et James Dale se dévisageaient, tous deux l'épée à la main. Le chancelier ouvrit le duel. D'un pas rapide, il s'avança jusqu'à la portée du capitaine et tenta quelques coups méthodiques. Ce dernier para chacun d'entre eux, non sans peine. Il recula et sembla reprendre ses esprits avant de prendre une toute autre posture. Il connaissait son adversaire, sa façon de bouger et de combattre. Ce dernier ne lui laissa pas plus de temps libre. Il enchaîna attaque après attaque, feinte après feinte, technique après technique. La maîtrise de l'escrime du chancelier était parfaite. Tous ses coups étaient portés avec une force et une précision exceptionnelles. Il ne prenait également aucun risque, ne se laissant pas vulnérable un seul instant. Pourtant, il ne toucha pas une seule fois le capitaine. Celui-ci avait un jeu de jambes fabuleux et une manière bien à lui de combattre. Pendant l'espace d'un instant, l'ensemble des personnes oublièrent qu'il s'agissait d'un duel. Les mouvements de Joseph semblaient relever d'une forme d'art inconnu, d'une danse oubliée de tous. Jamais il ne menait le combat offensivement, pourtant il ne semblait pas perdre. Il ne semblait plus éprouver de difficultés, malgré l'intensité de l'assaut porté contre lui. James Dale tenta un coup d'esto en direction du bassin de Joseph.
Le dernier bascula sur son côté, fit le tour de lui-même et tendit son épée en direction du chancelier. Le regard du capitaine fut tapé par la lame, qui était devenue partiellement rouge. Il avait touché. James étouffa un cri de douleur et plaqua sa main gauche contre le haut de son bras droit. La plaie, bien que profonde, n'était pas assez sérieuse pour qu'il en tienne compte dans l'instant. Il chargea une nouvelle fois vers Joseph, avec une intensité renouvelée. Le capitaine perdit du terrain. Il restait capable de dévier ou d'esquiver les assauts du chancelier, mais plus assez rapidement ou aisément pour avoir une seule chance de répliquer. Il fut obligé de reculer. Les minutes passèrent, le duel s'éternisa. Finn ne ratait pas un seul instant. La douleur dans son épaule devenait de plus en plus insupportable. Il crut parfois qu'il était sur le point de s'évanouir, mais il tint de son mieux. Son esprit ne cessait de fonctionner, de ressasser encore et toujours les mêmes questions, de mettre en relief les mêmes mystères que l'existence de l'homme qui combattait Joseph avait soulevés. L'instant était crucial. Il voulait de tout son cœur venir en aide au capitaine, mais le frère de Ciri l'abattrait au moment même où il ferait le premier pas. Qu'allait-il advenir à la fin du duel? Le chancelier ferait-il d'eux des prisonniers? Et si Joseph gagnait, que ferait Vénilien et l'armée de soldats présente autour d'eux? Finn chassa ses doutes de sa tête et se concentra sur le combat qui se déroulait devant lui. Aucun des deux adversaires n'arrivait à prendre définitivement le dessus sur l'autre, bien que James Dale semblait mener la danse. Le visage de ce dernier restait curieusement neutre, illisible. Jamais il n'affichait la moindre information sur ce qu'il ressentait. Il porta une série de coups avec le tranchant de son épée. L'un d'eux passa dangereusement près de la poitrine de Joseph. Il traversa même le tissu des vêtements de celui-ci, mais sa chair demeura intacte. Le chancelier sembla frustré. Pour la première fois, il sacrifia son imparable prudence pour que ses assauts gagnent en force. Il rata une nouvelle fois et exposa son flanc droit. Il semblait déséquilibré. Finn voulut crier pour que Joseph profite de l'instant, mais il vit que le capitaine savait parfaitement ce qu'il faisait. C'en était fini. Le chancelier allait perdre la vie. Joseph fit un pas de côté pour porter son ultime attaque. Alors que son épée fendait les airs, James esquiva et porta un violent coup au visage de son adversaire à l'aide du pommeau de son arme. Le capitaine tomba à genoux, du sang coulait depuis son front. Le chancelier n'avait pas perdu une seconde son équilibre. Il avait amené Joseph à faire exactement ce qu'il souhaitait. Le maître du cercle de fer avança derrière ce dernier et frappa de toutes ses forces la nuque du capitaine. Son corps s'effondra sur le sol, non loin de celui de Zach, et sa tête roula sur les pavés rougis de la grande rue de Ferustitiam. Des centaines d'applaudissements surgirent de toutes parts. Derrière les lignes de soldats qui encerclaient l'endroit où s'était déroulé le duel, une foule d'habitants s'était amassée, observant leur chef suprême affronter l'homme à la tête des fugitifs. Finn n'arrivait plus à penser. Des larmes coulaient sur ses joues. Il voulait hurler, charger le chancelier. Il était empli de tristesse et de haine envers l'homme qui se tenait devant lui victorieux. Sa colère se porta alors sur l'ensemble des habitants qui applaudissaient. L'envie de s'adresser à eux s'empara de lui. Comment pouvait-il être aussi idiot et sauvage? Pardon, je me suis trompé, j'ai dit n'importe quoi, je reprends cette phrase. Comment pouvait-il être aussi idiot et aveugle? Comment pouvait-il applaudir devant la mort d'un des hommes qui représentait le plus la liberté et l'aventure dans un monde qui rétrécissait sans cesse? Puis, les forces du second du Ciriala l'abandonnèrent. À quoi bon? Les mots qu'ils pourraient trouver, peu importe leur sincérité et leur justesse, n'atteindraient jamais ces gens. Ils ne pouvaient pas communiquer avec eux. Ils ne pouvaient pas comprendre ce qu'il venait réellement de se passer. Finn abandonna tout espoir. Il souhaita que Vénilien presse la détente. Ce dernier était sur le point de lui accorder son dernier souhait. « Chancelier, que fait-on de lui » demanda-t-il. « Tue-le. » Ciri avait de plus en plus de mal à garder les yeux ouverts. Une lumière incroyablement intense émanait du corps de Julie. Elle croissait encore et encore, accompagnée d'un sifflement aigu. La magicienne cria pour que sa voix passât au-dessus de bruit. Maintenant. Maintenant, Ciri, attrape ma main. La jeune femme s'exécuta sans perdre une seconde. Le monde sembla s'effondrer autour d'elle. Les bâtiments de la capitale se distordirent. Le ciel vint se mettre à la place du sol. Ciri sentit son corps se faire malmener. Elle eut rapidement la nausée. Le sifflement s'intensifia et devint insupportable. Tout s'arrêta soudain. Un éclat de lumière rendit toute vision impossible pendant un bref instant. La seconde du Ciriala chuta sur des pavés. Son crâne tambourinait de douleur. Elle se releva avec peine. Le spectacle qui s'offrit à elle la stupéfia. Des soldats l'encerclaient. Elle n'avait aucune échappatoire. Elle sortit son épée par réflexe, puis commença à comprendre ce qu'il se passait. Personne ne bougeait. Absolument tout était figé.
Son regard se porta sur sa gauche, et la colère monta en elle, comme une vieille blessure qui venait de se réanimer. Vénilien se tenait juste là, tenant un tromblon. Ciri ne compta pas laisser sa chance passer. Elle s'avança pour en finir avec son frère avant de s'arrêter brusquement. Elle réalisa que Finn était présent. Son état était effrayant, son regard désespéré se portait derrière elle. En voulant se retourner, son pied se prit dans un pli de robe. Julie, sur le sol, était à ses côtés, et avait perdu connaissance. Le sortilège qu'elle venait de réaliser avait dû lui demander bien plus que ce qu'elle n'avait l'habitude de solliciter. Les yeux de Ciri continuèrent leur chemin et s'arrêtèrent sur 2 autres corps. Elle eut envie de vomir. Zach et Joseph, qui restaient 2, baignés dans une mare de sang. Un homme à l'allure froide et fière se tenait debout, l'arme à la main devant le cadavre de ses amis. La jeune femme envisagea 1 millier de choses à faire en l'espace d'une seconde. Obéissant à l'émotion qui dominait toutes les autres, elle sortit son épée et en plaqua la lame sur la gorge de Vénilien. Tout son être lui hurlait de se venger de son frère et de mettre fin au jour de l'homme aux longs cheveux noirs, là, maintenant, sans qu'il ne puisse rien faire, sans qu'il ne le sache même pas. Des larmes coulèrent sur les joues de la jeune femme, alors que le visage d'Éonore apparaissait dans son esprit. Le monstre qui se tenait devant elle lui avait volé sa vie d'une façon conjuguant cruauté et injustice. Ciri pressa davantage la lame, du sang commença à suinter. Non, c'était bien trop facile. Elle se mit à réfléchir à 1000 façons de se venger, alors que la haine bouillonnait de plus en plus. Il était hors de question que Vénilien ne la blesse une nouvelle fois, elle ou les personnes qu'elle aimait. Finn. Elle lutta de toutes ses forces pour rester rationnelle. Elle ignorait la véritable nature du sort que Julie venait de lancer et de combien de temps il allait encore durer. Ciri fit le tour d'elle-même une nouvelle fois et prit une des décisions les plus dures qu'elle n'avait jamais eu à prendre. Elle hissa avec peine le corps de la magicienne sur son dos et tira celui de Finn sous son épaule. Ses forces furent mises à rude épreuve. Elle avança lentement et traversa une première rangée de soldats, abandonnant derrière elle rage et dégoût. Son cœur battait la chamade, ses muscles souffraient davantage à chaque pas. Les soldats laissèrent place à une foule de civils. Les visages de ces derniers étaient illuminés de joie et de soulagement. La seconde du Cyrilla ne perdit plus d'une seconde en observation et continua son chemin. Chaque instant comptait. La magie de Julie pouvait s'estomper à tout moment. À une centaine de mètres de là, la porte principale de Ferocitiam semblait narguer la jeune femme tandis que ses forces l'abandonnaient peu à peu. Avec toute la peine du monde, Ciri parvint jusqu'à l'entrée de la capitale et de nouveau, une explosion de lumière satura l'atmosphère. Ciri ? Le regard de Finn perturba son amie. Elle essaya de dire quelque chose, mais un brouhaha derrière eux l'interrompit. Elle fixa les yeux du jeune homme. Finn, oublie tout, et cours. Ciri, qui n'avait plus que le corps de Julie à porter, regagna en vitesse. Finn aurait voulu l'aider, mais sa blessure ne le permettait pas. Les 2 secondes du Cyrilla sortirent de Ferocitiam. Déjà des bruits de pas s'élançaient à leur poursuite. Les heures qui suivirent semblèrent durer une éternité pour Finn et Ciri. Ils se cachèrent à plusieurs reprises, usant du relief et des bâtisses qu'ils pouvaient trouver, mais toujours les soldats du cercle les rattrapaient. Julie ne se réveillait toujours pas. Ciri profita d'un instant de pause pour jeter un œil à la blessure de Finn. Sans faire preuve de retenue, elle utilisa la fine pointe de son épée pour extraire la balle de l'épaule de son ami, puis usa d'un bout de tissu pour faire un bandage de fortune. Elle maudit sa propre négligence envers les disciplines autres que celle du combat. La ténacité de son ami l'impressionna. Elle n'avait aucune idée d'avec quelle force il pouvait encore tenir, d'autant plus qu'il insista plusieurs fois pour l'aider à rapporter Julie. Enfin, le village où ils avaient trouvé la charrette qui représentait alors leur billet d'entrée pour la capitale se profila à l'horizon. Ciri jeta un œil derrière eux. Les troupes du cercle fouillaient toujours les environs, et un groupe se dirigeait vers eux. Un dernier effort, dit-elle aussi bien pour Finn que pour elle-même. Les 2 amis se ruèrent vers la forêt à côté du village. Ils n'avaient plus ni le temps ni l'avance pour se cacher une nouvelle fois. Des cris s'élevèrent dans leur dos, suivis de plusieurs détonations. Une balle siffla à l'oreille de Ciri. Une nouvelle salve fut tirée, mais manqua complètement sa cible. Les fugitifs parvinrent jusqu'aux premiers arbres. « On y est, Finn. On y est. Les soldats vont être ralentis par la forêt, et ces arbres vont nous cacher. » Aucune réponse. « Finn ?» Le jeune homme s'était écroulé juste derrière Ciri. Cette dernière posa Julie contre un tronc et se précipita vers son ami. Il était encore en vie. Un cliquetis retentit juste devant elle. Un homme du cercle la tenait en joue. Rapidement d'autres suivirent.
Cyril les défia du regard, le sol se mit à trembler. Timidement d'abord, puis l'intensité des secousses grimpèrent. Un terrible rugissement explosa dans les airs. Les soldats se mirent à paniquer. Leurs regards parcouraient l'espace à la recherche de l'origine du phénomène. Des branches craquèrent sur la droite du groupe. Un ours au pelage gris et marron chargea les hommes armés. L'animal faisait facilement 2 à 3 mètres de haut et de large. Plusieurs hommes tirèrent. Les balles vinrent percuter la fourrure de l'ours et rebondirent à sa surface comme si elles avaient heurté du métal. Une patte s'abattit sur la troupe du cercle et ôta la vie de 3 personnes. Le reste des forces de la capitale s'enfuit à toute vitesse. Le gigantesque animal se retourna lentement sur Ciri. Cette dernière pointait sa lame vers son museau. L'ensemble de son corps tremblait. L'ours l'observa plusieurs secondes. Il poussa un cri plus paisible et fit demi-tour. Un instant plus tard, la bête disparut dans les profondeurs de la forêt d'où elle était sortie. Elle ne s'est toujours pas réveillée? Non, je retourne m'assurer que tout va bien. Finn descendit les marches de l'escalier qui menait vers l'intérieur du Cyriella. Le navire fendait les mers à une allure que nul autre ne pouvait tenir. Le jeune homme ouvrit la porte d'une cabine et s'assit sur un tabouret installé à côté d'un lit. Il saisit la main de Julie, baissa la tête et ferma ses yeux en se remémorant les récents événements. Finn serra les dents, puis il sentit un léger mouvement. Immédiatement, son regard se porta vers la magicienne. Un nouveau mouvement. Cela ne faisait plus aucun doute. Elle revenait à elle. Quelques secondes passèrent et ses yeux bleus s'ouvrirent. Son visage trahit une certaine douleur. Finn lui sourit. Finn, qu'est-ce qu'il s'est passé? L'expression du jeune homme ne fut plus à la joie. Repose-toi, Julie. La magicienne eut comme un instant d'absence, puis elle réitéra sa question d'un air effrayé. Elle venait de se remémorer les quelques instants datant d'avant sa perte de connaissance. Zach est tombé, ainsi que Joseph. Les larmes se mirent à couler sur le visage de Julie. Elle détourna le regard et resta silencieuse. Elle se mit soudain à trembler et sembla perdre le contrôle d'elle-même. Un meuble de la pièce explosa après s'être enflammé. Finn l'attrapa dans ses bras. Elle le frappa à plusieurs reprises avec une force inouïe, compte tenu de son état, avant de s'effondrer complètement. Finn cherchait les mots, les choses qu'il pourrait dire ou faire, mais il resta immobile, la serrant contre lui. Quelques heures passèrent et Finn finit par laisser la fille de Joseph se reposer. Son regard était vide. Elle s'était laissée retomber sur le lit comme si aucune force ne l'habitait plus. La mer était parfaitement calme. Le Cyriella avait considérablement ralenti sa course. Ciri se tenait à sa barre, le visage fermé. Finn fit surface quelques secondes sur le pont et s'engouffra dans la cabine du capitaine, encore en désordre complet. Les cartes de la capitale que l'équipage avait consultées avant d'aller sauver Ciri étaient encore dépliées. Le jeune homme aperçut également la relique et les pierres magiques déjà trouvées non loin à côté. Il commença à ranger calmement. Il ne savait pas pourquoi, mais cela lui fit du bien. Les contrats de l'équipage passèrent de nouveau entre ses mains. Il ne voulait pas les consulter, il estimait les informations écrites sur ces bouts de papier trop personnels. Finn marcha par mégarde sur un tas de documents qui firent un bruit de verre brisé. Le jeune homme se pencha et découvrit un vieux cadre. L'objet renfermait une peinture qu'il avait déjà vue la première fois qu'il avait mis les pieds sur le navire. Après s'être débarrassé des éclats de verre, il plia la petite toile et la rangea dans ses habits. Finn passa la majeure partie de la journée dans la cabine. Julie était désormais assise, le visage baissé. Elle entendit la porte grincer. « Je peux repasser plus tard ?»« Non, reste s'il te plaît. » La magicienne jouait machinalement avec une petite pierre lumineuse dans sa main. Finn s'approcha d'elle et s'assit à ses côtés. « Finn, je veux que tu portes ça autour du cou dès maintenant, et que tu ne le retires jamais. » Julie tendit la pierre à Finn, et y avait fixé une petite corde pour transformer le tout en pendentif. Le jeune homme afficha un air interrogatif. « C'est un objet sur lequel j'ai travaillé pendant un moment. Talinsay m'a beaucoup aidé. Je voulais que mon père le porte, mais maintenant... » Elle marqua un silence. « J'en porte un, moi aussi. Les deux sont connectés aux personnes qui les portent. Tant que la pierre est lumineuse, cela veut dire que la personne qui porte l'autre va bien. S'il te plaît, prends-la. » Finn s'exécuta. Il passa le pendentif autour de son cou et vit la pierre gagner un peu en luminosité. D'une manière inattendue, cela réchauffa le cœur du jeune homme. « Julie, est-ce que tu connaissais un James ?»« Non, pourquoi ?» Finn ne répondit pas.
Julie posa sa tête contre lui et ferma les yeux. Finn, je ne veux plus jamais que l'on se sépare. L'air frais fit le plus grand bien au second du navire. Il n'arrivait pas à trouver le sommeil. Ciri croisa son chemin. De toute évidence, elle subissait les mêmes troubles que lui. Les deux amis se dirigèrent vers la rambarde à tribord du Cyriella. Ils observèrent les étoiles. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On continue. Et c'est la fin du chapitre 8, les amis. Et donc la fin de Chimère Héritage, écrit par Mirani. Nous allons donc procéder à l'outro de ce live. Ouh. Et bien du coup, je ne sais pas si tu es encore là, Théo DSZ. Donc je ne sais pas si tu es encore là, Théo. Mais en tout cas, bienvenue. Désolé, je n'ai pas interrompu la lecture pour te dire bonjour, tout simplement parce que je préfère faire une lecture fluide. Et du coup, Néris, bienvenue, mais en effet, tu arrives à la fin de la fin, puisque là, je viens de dire la dernière phrase du roman. Donc là, tu arrives vraiment à la toute fin. Et écoutez, les amis, je suis très étonné de cette fin, à vrai dire. Alors déjà, James qui arrive là, je me demande, je suis en train de me demander, est-ce que c'est le frère de Joseph? Est-ce que c'est son fils? Parce qu'à un moment, il dit dans le chapitre qu'il considère, Finn comme son fils, etc. Enfin, qu'il aurait bien aimé avoir un fils comme lui. Donc est-ce que ça veut dire qu'il avait déjà un fils qui n'a pas été comme lui et qui était un mec pas terrible? Enfin ouais, donc du coup je me demande si James c'est le fils, le frère, voire le père peut-être de Joseph Dale. Je me demande beaucoup. Après Vénilien, j'ai vraiment hâte de revoir ce qui va se passer également avec lui et avec Finn et avec Ciri, pardon. Donc sa sœur. Et du coup, Zach, je m'attendais pas trop à ce qu'il meure, mais quand même, bon voilà, quand même, c'était un perso entre guillemets un peu secondaire, on va dire. Même si on le voyait énormément et qu'il était très sympathique, quand j'ai vu qu'il mourait, je me suis dit, ok, c'est bien joué, c'est bien joué Mirani, tu fais mourir un perso important. Du coup, il y a quand même une charge émotionnelle, mais pas trop important et voilà. Donc au début, j'ai dit, ok, c'est cool. Même si en même temps, c'est horrible parce qu'on perd quelqu'un, enfin voilà. Et après, Joseph Dale qui meurt, le capitaine, ça pour le coup, je m'y attendais tellement pas. Je m'y attendais trop pas, je suis trop choqué. Je m'y attendais trop pas. Donc t'as d'autant plus géré, Mirani. Parce que je m'y attendais vraiment pas et je suis vraiment curieux de savoir bah, du coup ce qu'il sera de l'avenir du Cyriella. Je suppose que Finn logiquement deviendra capitaine, à moins que ça soit Ciri. Enfin ouais, mais je trouve ça waouh. Non, franchement, Mirani, j'avais déjà lu une bonne moitié de ton roman il y a un an et je t'avais dit à quel point je l'avais apprécié. Mais vraiment, la deuxième partie que je n'avais pas encore lue, je l'ai trouvée encore vraiment meilleure. Je trouve qu'en termes de style et en termes de rythme, c'était beaucoup plus intéressant encore et beaucoup plus agréable. Donc franchement, Cyrinelle, encore un énorme merci de m'avoir permis de lire ton roman en live. Parce que bah, je suis très content de cette lecture. Et vraiment, le chapitre 6, 7, 8, c'est vraiment des chapitres super bons, Cyrinelle. Donc j'ai vachement hâte de voir la suite, j'ai vachement hâte de voir ce qui va se passer. En plus, cette fin ouverte en mode on continue, enfin voilà, c'est juste, justement, je trouve que la dernière phrase, t'as trop géré Mirani encore une fois sur la dernière phrase, parce que juste, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On continue. C'est juste la phrase parfaite pour résumer tout le livre, pour dire que justement, bah la vie c'est, enfin la vie. Là, je généralise peut-être beaucoup, mais que c'est voilà que c'est vraiment un parcours, que c'est vraiment une aventure, un voyage, et que même quand il y a des trucs horribles qui arrivent, bah on continue. Enfin ouais,
Je trouve que c'est une belle métaphore du voyage, de la, de la vie en fait. En fait, j'ai dit la vie sans faire exprès, mais au final, c'est vraiment ça, je trouve. Enfin bon, bref, c'est peut-être moi qui vais loin dans mes interprétations, mais je trouve que c'est vraiment une belle métaphore de la vie, du voyage, de la camaraderie. Enfin, ouais, je trouve ça super beau, ce délire de voyage qui continue, et malgré les épreuves difficiles qu'on traverse. Enfin, ouais, je trouve ça super bien. Euh, je suis un peu, peut-être, parce que voilà, juste parce qu'il faut tatillonner et être embêtant, je suis peut-être juste un peu déçu qu'on n'en sache pas plus dans ce dernier chapitre sur les pierres. J'aurais bien aimé qu'il y ait un tout petit truc en plus sur les pierres, peut-être. Mais bon, là, c'est vraiment pour être tatillon, être relou, quoi. Parce que voilà, malgré tout, tu l'as fait remarquer dans le chapitre, et on se doute bien que les prochains romans vont parler de cette quête des pierres pour le fermeur de la déesse. Donc voilà. Mais ouais, franchement, c'était super bien. Et du coup, Cyrinelle, est-ce que ça te gêne ou est-ce que je peux lire les remerciements que t'as mis à la fin de la lecture? Parce qu'il y a une petite page remerciements à la fin de ce roman. Bon, elle est toute petite, hein, mais juste au cas où t'aurais pas envie que je le lise en live, j'attends ta réponse. Euh, Et du coup, pourquoi t'as ragé, The Devilman? Parce que j'ai lu un peu ce que tu disais, oui. Ouais, t'as ragé sur la mort de Joseph. Ouais, bah normal. Normal. La mort de Joseph, c'était ouf. Après, il y a eu Julie qui a fait un beau move. Un beau move. Et ouais, Julie, franchement, limite, c'est la plus balèze de tout, j'ai l'impression, tu sais. Euh, Ah bah voilà, c'est exactement ça. Cyrinelle, il fait des trucs rageants justement pour qu'il y ait des personnages forts comme James et Vénilien. Et du coup, je lis les remerciements. En fait, je vais vous lire les remerciements, vous allez voir pourquoi. Enfin, déjà parce que ça fait partie du roman, mais aussi pour une raison particulière. Remerciements. Maman, pour tout ce qu'elle entreprend pour moi. Marion, pour son infaillible présence en toutes circonstances et sans qui cette histoire n'aurait jamais quitté ma tête. Théo, pour ses conseils sages et avisés. Ça c'est moi, ça c'est moi. Théo pour ses conseils sages et avisés. Ça c'est moi, mec. Autant vous dire que euh, quand Miragnon, donc Mirani, m'a envoyé, m'a envoyé son roman et que j'ai lu, enfin que je suis, en fait j'ai déroulé et je suis tombé sur la page des remerciements et j'ai vu que j'étais là au dernier et que j'étais là avec ce petit mot gentil pour moi. Et j'étais tellement émotion. Genre là je suis émotion, mais quand je l'ai lu la première fois, j'étais vraiment encore plus émotion. Et du coup, bah, je te l'avais déjà dit en privé. J'espère que ça te gênera pas, Mirani. Je te l'avais déjà dit en privé, mais désolé. Désolé, mon cœur parle et je suis obligé de m'exprimer. Je t'aime, mec. T'es vraiment le meilleur pote du monde. Je t'aime fort. Euh, du coup, The Devilman, quand il va lire la suite, je serai présent. Ah bah écoute, si le plaisir nous est donné un jour de lire la suite en live, ça serait vraiment super cool. Ça serait vraiment super cool, pardon. N'hésitez pas d'ailleurs à motiver Cyrinelle et à lui faire savoir tout le bien que vous pensez de son œuvre, ou même le mal, hein, n'hésitez pas à lui faire savoir, à lui faire des critiques constructives qui peuvent l'amener à faire un texte encore meilleur. N'hésitez vraiment pas. Donc du coup, Chimère, si je dis pas de conneries, tu me reprends Cyrinelle si je dis de la merde, hein. Mais si je dis pas de conneries, Chimère est voué à être une trilogie. Et Cyrinelle est en train de réfléchir au tome 2. Donc il devrait se mettre à l'écriture. Bon, je vais pas donner de date parce qu'après ça va le mettre dans la merde. Mais voilà. Il devrait. En tout cas, il réfléchit bien au roman 2 et ça, il me l'a déjà dit. Donc voilà. Et du coup, si vous voulez le motiver, si vous voulez le critiquer, mais avec bienveillance, bien sûr, n'hésitez pas à le retrouver sur Wattpad. Pour ceux qui regardent la rediffusion sur YouTube, dans la description de la vidéo, il y a le lien vers le Wattpad où se trouve cette histoire.
Euh, Ok, Cyrinelle. Donc Cyrinelle qui nous dit: je n'en dirai pas plus sur l'existence d'une trilogie ou pas. Tome 2, c'est sûr. Ok, ok. Donc voilà. Donc du coup, n'hésitez pas à regarder le lien. Bah voilà, écoutez, je pense avoir à peu près tout dit. D'ailleurs, je vais pas, je vais encore une fois pas faire trop de pub là-dessus parce que voilà, je veux pas lui foutre la pression et puis je ne sais pas vraiment quand il s'y mettra, etc. Mais Cyrinelle, à une époque, faisait des live Twitch génialissimes et apparemment, il y a des rumeurs comme quoi il reviendrait sur Twitch peut-être dans les mois à venir. Donc voilà. Je veux pas mettre la pression à Cyrinelle, donc je veux pas dire ah, il va reprendre demain. Enfin, voilà. Puis voilà, c'est toujours susceptible de changer, bien sûr, hein. Les aléas de la vie aussi font que parfois les calendriers ne se déroulent pas comme prévu. Mais bref, n'hésitez vraiment pas à suivre les lives de Cyrinelle s'il les reprend. En tout cas, n'hésitez pas déjà à suivre sa chaîne Twitch, parce que Cyrinelle, c'est vraiment un mec hyper intéressant. Et du coup, oui, Cyrinelle qui nous dit il sera gratuit dans quelques semaines quand il sera en entier sur Wattpad, suite à la question de The Devilman, il coûte combien? Et oui, voilà, du coup, c'est ça le truc, c'est que Cyrinelle met son roman en publication sur Wattpad petit à petit. Et du coup, vous pouvez le retrouver sous le pseudo de Ozarkon sur Wattpad. Si vous cherchez Chimère 2. Héritage, vous le trouvez. Et sinon, vous pouvez aussi le trouver sur Facebook. Il a créé une page livre qui s'appelle donc Chimère seulement, je crois. Ben voilà, c'est facilement retrouvable. N'hésitez pas. Après, The Devilman, tu peux. Enfin, je pourrais même t'envoyer les liens après le live directement. Mais en tout cas, n'hésitez pas à aller dans la description de la vidéo si vous regardez sur YouTube et que ça vous intéresse. Et du coup, voilà, Cyrinelle qui nous dit qu'il refera des live Twitch quand il aura une nouvelle connexion internet. Voilà, voilà. Sur ce, les amis, je suis hyper heureux de cette lecture. Je vous avoue que Voyage au centre de la Terre et c'était Montagne de la Folie m'avait un peu déçu, ça m'avait un peu cassé dans mon rythme de lecture. Voyage au centre de la Terre, je l'avais bien aimé, mais bon, je l'avais bien aimé sans plus, on va dire quoi. Euh, Lovecraft, Les Montagnes de la Folie, j'avais eu beaucoup de mal avec une bonne moitié du roman, et la fin avait été géniale, faut l'avouer. Mais bon, j'avais eu quand même un peu d'effort à mettre dans ces lectures pour aller jusqu'au bout. Alors que là, Chimère Héritage, vraiment, ça a coulé tout seul et j'ai trouvé ça vraiment génial de bout en bout. Mais du coup, The Devilman, je pense que Cyrinelle t'a zappé tout simplement parce que je ne pense pas qu'il ait de Twitter. Si je dis de... Je sais pas si je dis une bêtise, mais je ne crois pas qu'il ait Twitter. Tu peux me rectifier, Cyrinelle, si c'est le cas, mais il me semble pas. Enfin bon, bref. Du coup, voilà, je suis vraiment, encore une fois, très heureux d'avoir fait cette lecture de Chimère Héritage de Mirani. Comme prévu, une petite pause d'une semaine à 2 semaines, je ne sais pas encore, sur les lectures. Je reviendrai avec certainement l'un des romans de la liste que je vous ai énoncé tout à l'heure. Il y a de grandes chances, si je le trouve, il y a de grandes chances que la prochaine lecture soit l'étrange cas l'étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde, parce que je pense que c'est le roman sur lequel j'ai le plus la hype, donc que j'ai le plus envie de vous lire. Euh, et puis écoutez, publication de la prochaine histoire de Bonhomme dans la semaine, je l'espère. Je vous mettrai ça sur les réseaux sociaux, comme d'habitude. Et du coup, Néris, en fait, j'ai le droit de lire un livre qui est tombé dans le domaine public. Pour qu'un domaine tombe dans le domaine public, il faut que son auteur soit décédé depuis 71 ans. Voilà, voilou. Mais n'hésite pas à faire des propositions, Néris, si tu en as en tête. D'ailleurs, je m'empresse. Bon, je vais faire ça tout de suite en direct avec vous.
Arthur Conan Doyle. Alors, Arthur Conan Doyle est mort en 1930. Donc du coup, 1930 plus 71, ça fait 2001. Donc du coup, depuis 2001, l'œuvre de Arthur Conan Doyle est tombée dans le domaine public en France. Si je dis pas de conneries et que j'ai bien compris la loi. Donc du coup, je peux lire son œuvre. Voilà, voilà. C'est comme ça que ça se passe. Donc du coup, The Devilman, ta proposition de tout à l'heure est tout à fait acceptée. Et du coup, sur cette bonne nouvelle, nous allons ajouter le chien de Baskerville. Alors je le note en direct. Donc tu vois, The Devilman, il est pris en compte. Ta suggestion est prise en compte. Le chien des Baskerville. Alors comment ça s'écrit exactement? J'aime pas faire de fautes. Ok. Donc du coup, le chien des Baskerville de Arthur Conan Doyle. Et du coup, je vais lui mettre un... Je vais lui mettre un 3 sur 5 sur mon envie de le lire, entre guillemets. J'ai... Pourquoi pas, et ça va, j'ai plutôt envie de le lire. C'est pas un truc qui me presse, on va dire, mais ça va, j'ai plutôt envie de le lire quand même. Voili, voilou. Parfait, 23h. On aura fait un bon petit live de 2 heures, si je dis pas de bêtises, exactement. Donc c'est très bien. Euh... Ah bah The Devil, ça fait super plaisir tout ça, ça fait plaisir de voir que tu es autant investi et ça fait plaisir de voir que mon live a permis de faire connaître un petit peu le roman de Mirani qui franchement le mérite largement. Ben voilà, du coup, les amis, c'est la fin du live, je vous ai tout dit sur ce qui arrivait dans les temps à venir. Nous allons nous quitter pour quelques temps à présent puisque je risque de ne pas live durant 1 à 2 semaines comme je le disais. Vous allez me manquer, les amis. Vous me verrez toujours sur les réseaux sociaux, notamment pour vous poster l'histoire de Bonhomme, pour vous poster les rediffusions des lives de Chimère Héritage de Mirani. Également, peut-être vous poster des indices sur la prochaine lecture, sur les bouquins que j'aurai achetés, peut-être, ou même la liste que je suis en train de tenir des bouquins pour les prochaines lectures. Vous aurez également de mes nouvelles si vous venez sur les lives de Cora, où je suis modérateur et où je suis assez régulièrement, qui ont lieu en général le mercredi et le dimanche, et très souvent, en plus, le mardi et le samedi. Voili voilou. Sur ce, je vous souhaite une bonne pause sans moi, des bonnes vacances. et vous allez me moquer, j'ai hâte de vous retrouver les amis. A très bientôt, à très vite, bonne soirée, bonne nuit à tous. Merci à tous d'avoir suivi The Devilman, Cyrinal Neris. À un moment, il y avait Théo qui était passé. Il y avait Minato, il y avait Azrog. Donc merci à vous tous. Une bonne soirée, une bonne nuit. Et puis, bah, à la prochaine pour la prochaine lecture. Salut, salut!